Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire, mais aussi internationale, après la mort de 13 militaires français au Mali. C'est un drame qui touche de très près le Sénat, puisque le fils du sénateur Jean-Marie Bockel fait partie des victimes. Gérard Larcher s'est exprimé dans l'hémicycle tout à l'heure. Vous l'entendrez et on y reviendra d'abord avec notre invité du jour. C'est Jean-Marc Boyer, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur LR du Puy-de-Dôme. Vous nous direz aussi comment vous voyez ces nouvelles discussions autour de la réforme des retraites. Durant ces 2 heures, nous irons aussi en salle des conférences, comme tous les jours, pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Et ce sera aujourd'hui avec Quentin Kelmet. Et puis, allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Alexis Poulain, bienvenue, le fondateur du Monde Moderne.media. Alexis, vous aussi, vous revenez sur la réforme des retraites. Et oui, à la suite de Gilles Legendre ce matin qui a fait une petite boulette, on va essayer de décrypter cette réforme bien floue. Et c'était sur ce plateau, vous l'entendrez, Jonathan Dupriez fait aussi partie du club aujourd'hui. Jonathan, bienvenue. Nouvelles auditions au Sénat sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Oui, les associations de protection de l'environnement étaient assez remontées contre les pouvoirs publics dans la gestion de la crise. Fabien Recker est aussi dans le club aujourd'hui. Fabien, bonsoir. Vous vous êtes intéressé aux perdants et aux gagnants du Brexit. Alors aux gagnants, parce qu'il y en a quelques-uns, mais il y a quand même surtout des perdants. Bon, déjà, on ne savait pas qu'il y avait des gagnants. On est content. Dans une demi-heure, Sénat en clair. On reviendra sur la proposition de loi de Bruno Retailleau. Le patron des sénateurs LR veut un service minimum garanti dans les transports aux heures de pointe, les jours de grève, quitte à réquisitionner les grévistes. Inconstitutionnel, nous dit Nicole Belloubet sur ce plateau, sur Public Sénat. Mais alors, est-ce politique ? #ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord, cette très vive émotion au Sénat. Le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Bockel fait partie des 13 victimes de l'accident d'hélicoptère au Mali. Alice Bardot, vous êtes dans l'hémicycle. Un hommage leur a été rendu à tous en ouverture de séance tout à l'heure. Et oui, Rebecca, vous l'avez dit, très vive émotion cet après-midi dans l'hémicycle, quelques heures après l'annonce de la mort de 13 militaires français dans un accident d'hélicoptère au Mali. Alors l'ordre du jour a été retardé de quelques minutes pour un moment de recueillement. À 14h30, Gérard Larcher a commencé un court hommage à ces soldats qui ont perdu la vie lors d'une opération de combat contre des djihadistes hier soir. Le président du Sénat a notamment salué, je cite, le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre. Alors cet événement tragique a une résonance toute particulière ici au Sénat, puisque l'un d'entre eux était le fils du sénateur centriste Jean-Marie Bockel. Pierre Bockel appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Et Gérard Larcher a eu une pensée toute particulière à l'égard de sa famille avant que les sénateurs observent une pleine minute de silence. On l'écoute. Et je suis certain qu'au moment où nous allons partager ce moment de recueillement, vous aurez une pensée pour ces 13 militaires, pour leurs familles, et plus particulièrement pour une famille chère à notre cœur, que nous croisons au quotidien dans notre Assemblée. Je crois que c'est aussi un hommage que nous devons rendre à ces hommes, à leur courage et au service de la France. Alors cet hommage au Sénat a été repris sur Twitter par la sénatrice socialiste Frédérique Espagnac, qui est donc sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, car il faut rappeler que sur 13 militaires, 7 faisaient partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, qui est le chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques. Et Frédérique Espagnac n'est d'ailleurs pas la seule à avoir partagé son émotion sur Twitter. Toute la journée, les sénateurs de tous bords politiques comme dans l'hémicycle, ont rendu hommage aux soldats décédés hier soir. La sénatrice communiste Esther Benbassa a fait part de sa profonde émotion face à cette tragédie. Le sénateur centriste Vincent Capo-Canelas a quant à lui partagé ses pensées émues pour les familles et les frères d'armes de ces militaires morts au combat. Quant au président de la commission des affaires étrangères, Christian Cambon, il a souligné le tribut effroyable porté par les forces françaises, avec une pensée toute particulière pour Jean-Marie Bockel, dont le fils faisait partie des victimes.
Merci beaucoup Alice pour toutes ces réactions. Jean-Marc Boyer, à votre tour une réaction. On sent bien qu'il y a une émotion pour ces 13 militaires tués et une émotion peut-être un peu particulière, résonance particulière, disait Alice il y a un instant, ici au Sénat. Oui, c'est vrai. Bon, j'étais présent dans la salle d'assemblée cet après-midi et les paroles du président Larcher étaient remplies d'émotion et je crois qu'il y avait vraiment une grosse émotion dans l'ensemble de l'Assemblée. Je crois qu'il faut vraiment souligner le courage de ces soldats qui sont au front et qui luttent contre la pensée djihadiste. Ça me paraît important aujourd'hui de le souligner et d'avoir une pensée pour ces familles. Parce que eux, bien entendu, sont restés là-bas, mais il y en a encore qui, bien sûr, qui sont sur le terrain, qui continuent. Et je pense que les choses ne doivent pas être très faciles pour eux. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une pensée pour l'ensemble de ces soldats. Et on y reviendra tout au long de cette émission, en particulier dans le grand débat dans 1h30. Jean-Marc Boyer, on en vient au dossier des retraites. L'exécutif fourbit ses armes avant la mobilisation du 5 décembre, multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires et au sein même du gouvernement dimanche prochain. Comment voit-on tout cela au sein des groupes au Sénat? Élément de réponse avec Sandra Cerquera. Emmanuel Macron l'assure, la réforme des retraites avec la suppression des régimes spéciaux est une question de justice. Un argument que toute la majorité a été invitée à défendre, y compris au Sénat, au groupe En Marche. Le gouvernement est dans son rôle et dans sa mission en menant cette réforme d'intérêt général et en ne cédant pas à des revendications particularistes. Nous sommes nombreux au Parlement à souhaiter que le vote de cette loi ait lieu rapidement pour que chacun sache que cette réforme va se dérouler et qu'elle va apporter de la justice. Mais chez les Républicains, ils sont nombreux à penser le contraire, affirmant que cette réforme promet une baisse des pensions. Le jour où il n'y aura plus rien dans les caisses, on va baisser le point et tous les retraités seront dans la précarité. À gauche, on estime que le chef de l'État tente de ne pas perdre la bataille de l'opinion en jouant sur les régimes spéciaux, au risque de diviser les Français. Ce qu'il voit, c'est que cette réforme, elle monte les Français modestes les uns contre les autres, elle monte les taxis contre les agents RATP, et elle monte les salariés les uns contre les autres, et elle ne dit rien des vrais problèmes d'inégalité dans notre pays. Et c'est cela que le gouvernement s'obstine à ne pas entendre. Alors que les syndicats continuent d'être reçus à Matignon, l'exécutif veut montrer qu'il reste ouvert à la discussion, tout en restant inflexible sur le fond. Jean-Marc Boyer, cette réforme monte les Français les uns contre les autres, vous le pensez aussi? C'est indéniable, c'est évident à travers ce qu'on peut voir depuis quelque temps. Je crois que les dispositions qui sont proposées par le président de la République, tout d'abord vont être des dispositions qui seront applicables dans de nombreuses années. Je pense que lui ne sera plus président de la République lorsqu'elles seront appliquées. Donc je pense qu'il faut bien l'avoir à l'esprit. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une retraite par point, à partir du moment où on ne connaît pas la valeur du point, que c'est une valeur qui va être actualisée en permanence. Donc on a aujourd'hui un système où le nombre d'actifs va devenir moins important que le nombre de personnes qui sont à la retraite. Je crois qu'il y a là une évidence que tout le monde doit avoir. Et à partir de là, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a que 2 ou 3. Il y a la valeur du point. Mais cette valeur du point, elle devra être actualisée en permanence et donc ça va être une baisse. Et ça présente un risque. C'est une baisse et c'est un risque. Deuxième solution, c'est de mettre l'âge de la retraite à 64 ans. Enfin, c'est la disposition qui est prévue par mon groupe politique auquel je souscris tout à fait, parce qu'il faut avoir le courage, je crois, de le dire et ne pas faire des propositions qui sont détournées, dire on conserve l'âge de la retraite à 62 ans, mais si vous voulez être à taux plein, il faudra travailler jusqu'à 64. Enfin, bon, c'est une hypocrisie, il faut en sortir de cette hypocrisie. Et vous allez avoir l'occasion d'en reparler avec Alexis Poulain dans un instant, puisque c'est l'heure du club. Et oui, parce qu'Alexis Poulain, vous avez choisi de parler de cette réforme des retraites et disons-le, on n'y comprend pas grand-chose. On ne comprend rien et en plus, vous avez ce matin Gilles Legendre qui a fait une énorme boulette sur ce plateau. Si on peut commencer par ça, parce qu'on va parler de la séquence communication quand même. C'était chez nous, on l'écoute. Les annonces qui vont avoir lieu
d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours, de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses. Oh, la boulette. Donc il va y avoir des annonces. Grosse boulette, évidemment. Et là, il sort le plan de communication qui était prévu pour après le 5 décembre, bien entendu. Oui, il y aura des annonces, tout ça est prévu. On attend de voir combien il y aura de gens dans la rue. Mais bon, il y aura le séminaire gouvernemental, bien sûr, ce week-end. Tout le plan de com, comme ça, en une phrase. Ça, bravo Gilles, il fallait le faire. Alors, de l'avis du président de la République lui-même, ça ne sert à rien de se mobiliser le 5 décembre, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette réforme des retraites. Et c'est bien tout le problème, on ne sait pas. Ni les commentateurs, ni les spécialistes, ni les ministres, que ce soit l'âge pivot, que ce soit le point, que ce soit qui va perdre, qui va gagner, la clause grand-père, bien entendu, est-ce qu'elle va être appliquée ou non? Alors ça, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les études se suivent et se ressemblent, et il semblerait qu'il y ait de plus en plus de perdants de cette réforme des retraites telle qu'elle est présentée aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas ce qu'elle va devenir, y compris ceux qui étaient censés être gagnants, les femmes seules et les mères de famille, qui ont toujours été brandies comme étant les grandes gagnantes de cette réforme. Eh bien non, elles seraient également pénalisées par cette réforme. Alors pourquoi faire une réforme des retraites aujourd'hui, dans un climat social extrêmement tendu, où personne ne va y gagner quasiment, et personne n'est pour? Vous avez d'un côté les indépendants qui risquent de voir siphonner leurs caisses qui sont bien abondées en réserve, et de voir une gestion publique avec tous les problèmes et les aléas qu'il pourrait y avoir. Ils ne veulent certainement pas ça pour leur caisse. Pour les libéraux, c'est une réforme qui continue sur le modèle par répartition qui sera intenable à 2 actifs pour 1 retraité et qui empêche l'émergence d'un système par capitalisation suffisamment fort pour les Français. Et puis pour la majorité des Français qui sont attachés à la République sociale, c'est l'impression de perdre un système sur lequel était basé le contrat républicain de solidarité. Alors, on a une bataille des chiffres. En l'occurrence, le rapport du comité d'orientation des retraites présenterait, soi-disant, une situation catastrophique pour justement accélérer cette réforme, tandis qu'un collectif citoyen, le collectif Réseau Retraite, lui, estime que le déficit estimé est totalement fictif. Alors, pour le rapport du corps, du comité d'orientation des retraites, c'est en 2025 entre 8 et 17 milliards d'euros qui viendraient à manquer selon les scénarios. Tout ça parce qu'il y a évidemment un désengagement de l'État dans les caisses de retraite de la fonction publique et des régimes spéciaux. Mais, selon les prévisions de l'autre collectif, à cette date-là, la dette de la sécurité sociale serait remboursée et sur les différents régimes, on serait en excédent de près de 10 milliards dans les meilleurs scénarios. Donc, on ne sait vraiment pas où on en est. Très difficile. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un vrai débat politique parce que le déficit du système de retraite, c'est un choix politique. C'est celui de la réduction de l'emploi dans la fonction publique, c'est celui aussi du gel des salaires des fonctionnaires qui empêche d'avoir davantage de cotisations. Et puis, c'est la non-compensation, bien sûr, des exonérations, des cotisations sociales pour la prime de Noël, par exemple, et des heures supplémentaires. Alors, reste à attendre après le 5 décembre, à voir Noël, si le Père Noël existe, si c'est une ordure, et si on va enfin comprendre ce qu'il y a dans cette retraite bien floue. Jean-Marc Boyer. Vous avez résumé la situation. Je veux dire que aujourd'hui, le président de la République l'a dit lui-même. Le 5 décembre, on a une manifestation sur des revendications par rapport à une loi dont on ne connaît pas, pour l'instant, les tenants et aboutissants. Donc c'est difficile aujourd'hui d'avoir une position claire et nette. Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je crois que... Et tout d'abord, je pense qu'on est dans un... le timing n'est pas bon. Voilà, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas le moment, dans le climat, on sort d'une année de gilets jaunes, de manifestations, de contestations, d'un climat social qui est extrêmement tendu. On le voit à tous les niveaux de la société. Donc aujourd'hui, s'il y avait une réforme des retraites à faire, il fallait la faire, que le président de la République l'attaque dans les 6 mois. Après son élection, c'était le moment de faire une réforme de retraite. Faire une réforme de retraite aujourd'hui, avec le climat social qu'il y a eu et avec les incertitudes, les chiffres qui sont donnés, on a des chiffres contradictoires tous les jours, des plans de communication, on vient de le voir, qui sont complètement... caduques. Je veux dire, donc, il y a un flou total et je crois que, par contre... que le président de la République dise que le 5 décembre, ça va être une manifestation corporatiste d'une catégorie contre une autre, c'est assez dangereux. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention par rapport à ça, parce que dans le climat tendu que l'on a actuellement, et je le vois à travers les différentes personnes qu'on peut rencontrer sur le terrain, il ne faudrait pas grand-chose, une petite étincelle, pour allumer à nouveau le mouvement qu'il y a eu l'an dernier. L'an dernier, le mouvement, il s'est allumé juste sur une chose, sur deux petites mesures importantes, 80 km/h et l'augmentation des carburants.
ça aurait pu passer de manière insignifiante. Or, ça n'a pas été le cas. Et on a vu tout ce qui a suivi derrière. Donc je pense qu'il faut quand même aujourd'hui faire attention. Il y a des mesures à prendre. Les bonnes mesures à prendre, c'était de repousser l'âge de la retraite et ne pas faire semblant de le faire. Mais là, aujourd'hui, c'est plus le timing. Allez, on va poursuivre le club avec vous, Jonathan Dupriez. 2 mois, jour pour jour, après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la commission d'enquête sénatoriale poursuit ses travaux. Et aujourd'hui, ce sont les associations de protection de l'environnement qui ont ouvert le bal. D'une seule et même voix, elles dénoncent des entraves à l'information et de nombreux dysfonctionnements dans la gestion de la crise. Voilà, c'était ce matin, c'était une audition sous forme de table ronde pendant 1h30. 5 associations comme Greenpeace ou France Nature Environnement, qui regroupent 3500 associations environnementales, ont pu exprimer leurs inquiétudes aux sénateurs, et elles sont nombreuses. Ces associations, elles dénoncent notamment une régression du droit de l'environnement depuis plusieurs années, mais aussi la réduction de moyens d'inspection et de contrôle des sites Seveso, ou encore la perte de ce qu'ils appellent la culture du risque en France. Mais au-delà de ces questions, c'est bien le déficit d'information du public qui a été unanimement dénoncé, et en cause, c'est le caractère contradictoire de certaines prises de parole, notamment gouvernementales. Écoutez Hélène Bourges de l'ONG Greenpeace. Le ministre de l'Intérieur, en une seule phrase, a dit au lendemain de l'incendie que comme tout passage de fumée, il comporte un certain nombre de produits dangereux. Mais selon les analyses réalisées ce matin, il n'y a pas de dangerosité particulière, mais il faut éviter d'inhaler ces fumées. Alors, en tant que citoyenne non spécialiste du secteur de la chimie et des accidents industriels, moi je ne sais pas ce que je fais avec cette phrase. Et les responsables associatifs aussi se sentent marginalisés par les autorités, parce que sur le terrain, il y a beaucoup d'associations qui travaillent, qui disent vouloir aider les pouvoirs publics. Et ce matin, il y avait une association qui s'appelle Respire, qui s'occupe notamment de la pollution, de la qualité de l'air. Et donc, cette association, elle prend un exemple, c'est celui des prélèvements citoyens. Les gens qui vont dans leur jardin prélever des petites fibres de l'incendie pour les faire analyser ensuite. Et ça, c'est des preuves, des éléments de preuve considérés, selon ces associations, comme peu fiables comparés aux prélèvements officiels des agences sanitaires. On écoute un extrait. Il y a tout ce qui est prélèvement citoyen, prélèvement biologique ou prélèvement dans les jardins. Tout ça devrait être encadré et devrait pouvoir être associé à la démarche officielle. C'est absurde qu'il y ait d'un côté des prélèvements citoyens et de l'autre côté des prélèvements officiels. Il y a un besoin et une envie de travailler ensemble. Et s'il y avait un cadre pour le faire, je pense que tout le monde serait ravi. Et puis Jonathan, les associations pointent aussi l'opacité autour de la nature et du stockage des produits toxiques qui ont brûlé à Lubrizol. Oui, et ça en fait, ça date de 2015, après l'attaque terroriste d'un site Seveso à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Les pouvoirs publics avaient décidé de ne plus communiquer toutes les informations sensibles d'un site industriel, y compris la nature des produits qui sont stockés. Et ça, donc, c'est contraire à la directive Seveso 3 qui impose pourtant une plus grande transparence des industriels auprès du grand public. Alors, sous la pression, dans le cas de Lubrizol, la liste des produits stockés a été communiquée par Normandie Logistique et Lubrizol, les deux entreprises en cause. Après beaucoup de pression. Après beaucoup de pression. Et ce matin, il y a une des associations présentes qui s'appelle Génération Future, une association écologiste qui a été particulièrement en pointe sur ce sujet-là, qui dit en gros, il faut que l'accès à ces données sensibles soit beaucoup plus facile pour les pouvoirs publics. Écoutez un extrait. Ça ne paraît pas complètement délirant d'imaginer qu'on puisse avoir l'ensemble des substances présentes sur un site, ICPE, stockées sur un serveur quelque part, et que le préfet ou n'importe quelle citoyenne ou citoyen ait juste appuyé sur un bouton quand il veut savoir exactement ce à quoi la population est exposée. Là, on a l'impression qu'il faut aller chercher des parchemins, des grimoires dans je ne sais quel tiroir, et ça paraît complètement décalé par rapport à notre ère, par essence, numérique et d'instantanéité. Et alors, il y avait une autre audition très attendue, c'est celle du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Les sénateurs attendaient des réponses sur ce qu'on appelle les effets cocktails des produits chimiques stockés. Exactement, c'était l'une des questions d'ailleurs en préambule avancée par Hervé Morel, président de la commission d'enquête, parce que l'on connaît pour l'instant la nature des produits qui sont stockés à Lubrizol, comme je venais de le rappeler, mais on ne connaît pas encore les substances qui ont résulté de leur combustion amalgamées avec d'autres substances chimiques qui ont brûlé. Et donc ça, évidemment, il est
trop tôt pour connaître la dangerosité éventuelle de ces substances une fois dispersées dans l'air. Et c'est ce que dit l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, dit clairement qu'il est très délicat de mesurer ces effets cocktails par le nombre même de ces substances qui se sont amalgamées. Dans le cas de Lubrizol, il y en a 479. Et donc, comme elles se sont agrégées, c'est très difficile de les départir les unes des autres. Voilà. Écoutez le directeur général de l'ANSES. On peut travailler sur ces effets à l'échelle de 2, 3, 4, 5 substances. Quand on a des dizaines et des dizaines de substances, c'est impossible à prendre en compte un effet du mélange aujourd'hui. Voilà, et pour rappel, plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont brûlé lors de l'incendie de l'usine Lubrizol le 26 septembre dernier à Rouen. Jean-Marc Boyer, encore beaucoup de questions, on s'en aperçoit au fil de cette commission d'enquête. Peut-être quand même une certitude, c'est qu'on a peut-être dit un peu trop vite qu'il n'y avait pas de danger, non ? Moi, je fais confiance à la commission d'enquête qui est présidée par Hervé Moret. C'est ma commission à laquelle je suis au Sénat. Je n'ai pas participé à la mission d'enquête, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait absolument une transparence sur ce qui se passe sur ces différents sites. Je ne connais pas précisément la situation de Lubrizol, mais dans mon département, dans le département du Puy-de-Dôme, il y a quelques sites sensibles. 11. Il y en a 11, qui ne sont pas forcément situés comme ils auraient pu être situés dans ce qui s'est passé là. Mais je crois qu'il faut qu'on ait absolument la transparence, les contrôles nécessaires, les informations nécessaires pour que les directives soient prises et les précautions soient prises pour qu'on n'ait pas effectivement les effets cocktails, comme vous dites. Après, c'est ce que disait Édouard Philippe. Il prenait une transparence totale, mais en l'occurrence, ce matin, les associations, elles disaient plutôt le contraire. Alors après, moi, je fais confiance à la mission d'enquête présidée par Hervé Moret pour tirer les conclusions sur ce dossier-là. Je voudrais juste faire une petite aparté par rapport à ce sujet, puisque on parle du principe de précaution aussi qu'il faut avoir. J'ai déposé récemment une proposition de loi concernant les éoliennes. Parce que vous savez, au niveau national aujourd'hui, il y a les projets éoliens fleurissent un petit peu partout. Les règles d'implantation des éoliennes sont actuellement à 500 mètres des habitations, quelle que soit la hauteur des éoliennes. Et on s'aperçoit que les risques sanitaires, aussi bien pour les animaux que pour les personnes, aujourd'hui, commencent à poser de sérieux problèmes. Et on a un peu partout des oppositions qui se lèvent un peu dans tout le pays. Moi, j'ai déposé une proposition de loi pour qu'on implante des éoliennes à 10 fois la hauteur de l'éolienne, à hauteur de pale. C'est-à-dire que si on met des éoliennes de 200 mètres de haut, aujourd'hui vous en avez jusqu'à 280 mètres de haut qui vont être implantées. À 500 mètres d'une habitation, je ne sais pas vous voyez ce que ça peut donner. Donc à 10 fois la hauteur de pale, on recule l'éolienne de 10 fois la hauteur parce que ça présente des risques là aussi. Parce que là aussi, il y a des risques, on le voit un petit peu dans l'ensemble du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Il y a de nombreux présidents de région et des présidents de département qui sont en train de prendre des délibérations pour justement éloigner les éoliennes des habitations, parce que c'est par rapport aux habitations qu'il faut vraiment le prévoir. Donc je dirais que ça fait partie des choses et qu'il faut absolument regarder de près et prévenir dès maintenant. Allez, on va terminer le club avec vous, Fabien Recker. Vous vous êtes intéressé à l'impact du Brexit en France le long des côtes de la Manche. Vous êtes allé à la rencontre des pêcheurs et des agriculteurs dans les Hauts-de-France et en Normandie. Vous leur avez donné la parole dans un documentaire qui sera diffusé ce soir sur Public Sénat. On va en découvrir un extrait et on en parle juste après. Les matelots viennent de remonter leur premier chalut. Le poisson est trié et conditionné directement à bord. Alors, on ramasse par taille, par espèce. Puis ça va directement dans le frigo, là. T'as pas pour ça de l'année, et du côté anglais, quoi. Alors, si c'est un Brexit dur, comment ça se passait? Est-ce que... la meilleure des solutions, ça serait de trouver un arrangement pour les deux, parce que les Anglais ils vont y perdre, et puis nous on va y perdre aussi, alors autant essayer de s'arranger. Je vois pas l'intérêt de faire un Brexit dur. Si c'est un Brexit dur et qu'on n'a plus le droit d'accéder aux eaux anglaises, qu'on se retrouve tous au même endroit, ça va pas aller. On pourra pas faire un chiffre d'affaires correct, c'est le bateau, payer les autres, payer le gasoil, tout ça, donc c'est pas envisageable. Ça est un peu dégoûtant quoi, parce que c'est pas nous qui décidons, mais c'est chiant.
Voilà, on vient de voir ces pêcheurs de Boulogne-sur-Mer qui se demandent s'ils pourront encore pêcher demain dans les eaux britanniques et ils ne sont évidemment pas les seuls à être impactés par ce Brexit. Eh bien non, Rebecca, puisque à Boulogne, où nous avons tourné, il y a donc la question de l'accès aux eaux britanniques pour la pêche, mais à terre aussi, c'est toute une filière qui commerce avec l'Angleterre. Boulogne, c'est un peu le Rungis du poisson. Le saumon écossais, par exemple, est importé à Boulogne pour y être tranché, conditionné, puis réexporté ailleurs. Localement, ça représente des milliers d'emplois. Donc, en plus des tarifs douaniers qui pourraient pénaliser cette activité, il y a la question des contrôles sanitaires qui redeviendront obligatoires pour toute marchandise en provenance du Royaume-Uni à partir du moment où le Royaume-Uni sera devenu de nouveau un pays tiers. Et ça, pour les entreprises, ça représente un vrai casse-tête logistique. Cette question des contrôles sanitaires sera centrale au lendemain du Brexit ? Alors en tout cas, elle inquiète beaucoup, et notamment les agriculteurs. Dans la Manche, nous sommes allés à la rencontre des éleveurs laitiers. Eux redoutent que le Royaume-Uni, qui demain ne sera plus obligé de respecter les normes sanitaires de l'Union européenne, eh bien tout simplement n'abaisse ses standards, en clair fasse du dumping, ce qui représenterait une concurrence à bas coût pour les agriculteurs et pourrait aussi mettre en danger le consommateur européen. Donc dans les différents ports de la Manche, des centres de contrôle sanitaire et vétérinaire ont été mis en place et sont en théorie capables de fonctionner demain. Face à ce Brexit, il n'y a que des perdants, Fabien ? Alors, à en croire le rapport du Sénat sur le sujet, la réponse est malheureusement oui. Pas de scénario gagnant quand un pays de 70 millions d'habitants s'en va. Mais localement, certains territoires espèrent tirer leur épingle du jeu. Et ça, c'est notamment le cas de Cherbourg, où nous avons tourné également. À Cherbourg, on parie sur l'Irlande. Aujourd'hui, la grande majorité des échanges de marchandises entre l'île d'Irlande et le continent européen transitent par le Royaume-Uni pour arriver, par exemple, à Calais ou Dunkerque. Eh bien, demain, avec le retour de barrières douanières dans les ports britanniques, une partie du fret irlandais pourrait choisir de contourner le Royaume-Uni et se rediriger vers les ports normands ou bretons qui sont bien placés géographiquement. Et à Cherbourg, eh bien, on espère capter entre 15 et 20% des flux de ces nouvelles routes commerciales. Et ça, ça serait synonyme d'emploi pour le port et pour la ville. Ça veut dire qu'il y a des potentielles vraies opportunités, mais la question c'est quand ? C'est toute la question. Plus que le Brexit en lui-même, c'est l'incertitude qui devient vraiment pénalisante pour tous ces acteurs concernés. Des investissements sont gelés, des embauches sont remises à plus tard. Et tous nous l'ont dit, il est vraiment grand temps de tourner la page. Mais le problème, c'est que cette incertitude, elle risque de durer encore un petit peu parce que si le Brexit, même si le Brexit a lieu maintenant en 2020, s'ouvrira alors une période de transition durant laquelle il va falloir négocier un nouvel accord de libre-échange afin de retricoter secteur par secteur tout ce que le Brexit aura d'effet. Ça peut prendre beaucoup de temps. Cet accord devra aussi être ratifié par les 27 parlements nationaux des États membres. Bref, en clair, vous avez aimé le Brexit, vous allez adorer l'accord de libre-échange. Pas sûr que les pêcheurs et les agriculteurs des côtes de la Manche l'entendent de cette oreille. Et c'est donc à découvrir dans votre documentaire intitulé Brexit, la nouvelle frontière. C'est ce soir à suivre à 23h sur Public Sénat. Merci beaucoup Fabien. Jean-Marc Boyer, on va aller dans votre circonscription. C'est l'heure de sénateur à domicile. Sénateur à domicile consacré cet après-midi à cette question du recrutement des agriculteurs producteurs de fromage dans le Puy-de-Dôme. Il se trouve qu'on y manque de main-d'œuvre. Cécile Sixou est allée voir un producteur de Saint-Nectaire qui a eu beaucoup de mal à recruter. Regardez. C'est un fromage qui ne connaît pas la crise, le Saint-Nectaire. Dans sa ferme située à la Tour d'Auvergne, sur les hauts plateaux du Puy-de-Dôme, Christophe en produit une centaine par jour. Donc ces fromages viennent de rentrer cette semaine en cave et ils vont rester au minimum 28 jours. Ils seront tournés 2 fois par semaine. Pour faire tourner son entreprise, Christophe a besoin de 4 personnes à temps plein. Mais en mai dernier, l'un de ses salariés est parti pour monter sa propre affaire. Christophe a mis 8 mois à le remplacer par une apprentie. On a eu des difficultés à avoir des gens qui postulaient. On a quand même du mal à trouver des jeunes pour faire ce métier. Des personnes qualifiées comme on recherche sur notre poste, ça n'existe pas beaucoup, sauf d'aller débaucher chez un collègue. Oui. Bonjour. Christophe, ça va ? Ça va. Le manque de main-d'œuvre, un problème que connaît bien Marie-Paul Chazal, la directrice de l'interprofession Saint-Nectaire, qui ce jour-là rend visite à Christophe avec le sénateur du Puy-de-Dôme, Jean-Marc Boyer. Donc tout de suite, on traite 60 vaches. Donc. 60 vaches après. Voilà. Au total, la filière cherche à recruter 40 salariés, mais aussi à remplacer 25 exploitants qui partiront à la retraite en 2025.
Ici, on est quand même dans des zones de montagne, donc des zones un petit peu difficiles l'hiver. En fait, on a du mal à attirer des jeunes pour venir s'installer dans ces zones, quoi, qui sont un petit peu isolées. Mais en fait, il faudrait qu'ils y goûtent pour pouvoir apprécier et puis pour pouvoir s'y installer. Pour le sénateur, il faut promouvoir le métier d'agriculteur qui souffre d'agribashing. Depuis quelques années, il y a une très mauvaise image qui est transmise par l'ensemble des médias de l'agriculteur pollueur, de l'agriculteur qui ne tient pas compte de la nature, qui fait n'importe quoi. Je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une communication qui soit établie vers les jeunes, mais il faut qu'il y ait une bonne communication. Le métier d'agriculteur ne rebute pas tout le monde. Cédric et Gary, de Jeunes du Puy-de-Dôme, se sont lancés il y a 2 ans dans la production artisanale et bio d'un fromage, le Bleu de l'Accueil. Voilà la cave d'affinage. Oui. C'est un métier qui prend du temps, comme beaucoup de métiers, mais après, je pense qu'il faut vraiment être passionné pour faire ça, quoi. Parce qu'il faut y être les week-ends, les jours fériés, tous les jours. La passion du métier, je l'ai depuis vraiment tout petit. Et après, cette histoire de Bleu de l'Accueil, ça me faisait mal au cœur que personne fasse ça, quoi. Il a fallu construire ce bâtiment, faire des formations. Depuis 6 mois, le Bleu de l'Accueil, dans sa version traditionnelle, a ressuscité et ça marche. Les 2 jeunes hommes écoulent toute leur production. On va voir les vaches, si j'ai bien compris. Un troupeau de Ferrandaises. Un exemple à suivre pour le sénateur Jean-Marc Boyer, qui regrette qu'aujourd'hui, on ne donne pas assez aux jeunes le goût de la vie à la campagne. Il faut qu'on apprenne à l'ensemble de la jeunesse ce qu'est vraiment la ruralité et ce que c'est de rester au pays et de travailler au pays. Parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a vraiment un déficit important de communication et de sensibilisation sur ce monde rural dont beaucoup de personnes parlent mais ne le connaissent pas. Faire connaître le monde rural pour susciter les vocations d'agriculteurs, l'enjeu ne concerne pas que le Puy-de-Dôme. En France, l'agriculture manque de bras. Au total, 70 000 offres d'emploi seraient non pourvues. Voilà, un sénateur à domicile signé Cécile Sixou qui nous fait beaucoup réagir au plateau, Jean-Marc Boyer. Alors, oui. Une chose à ajouter sur ce point précis, ce problème d'attractivité? Vous disiez tout à l'heure que j'étais fier de regarder ça. Ouais. Effectivement, je suis très fier de regarder ça parce que lorsque je vois ces jeunes, que je connais bien depuis longtemps, c'est des jeunes qui ont investi. Le premier sur le Saint-Nectaire, il a investi il y a une vingtaine d'années. Lorsqu'il a investi, tout le monde lui a dit « mais t'es fou, tu te rends compte ce que tu fais, etc. » Et puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est un des meilleurs, avec d'autres bien sûr, mais un des meilleurs producteurs de Saint-Nectaire, où les gens viennent chez lui parce qu'il faut voir où il habite. Il faut vraiment aller chercher le Saint-Nectaire. Hein. Le deuxième, ces 2 associés, ils ont investi 300 000 € dans leur fromagerie. Investir 300 000 € aujourd'hui dans une fromagerie pour faire un fromage, un bleu fermier, bon, comme il le disait, il faut avoir la passion, il faut aimer. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui une agriculture qui réussit. Alors, je vais m'inscrire en faux contre certaines choses qui, aujourd'hui, défigurent complètement l'image de l'agriculture sur notre territoire. Certes, il y a des difficultés. Certes, aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui se suicident, qui sont dans des difficultés importantes, où les plans de développement économique ont certainement été mal faits. Ils manifestent demain, les agriculteurs. Ils manifestent demain. Mais le film Au nom de la terre, pour moi, n'est pas une bonne chose à donner un exemple aux jeunes aujourd'hui concernant l'agriculture. C'est une réalité qui a existé, qui existe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça l'agriculture. Et ce n'est pas non plus l'amour est dans le pré. Donc je pense qu'il faut que, entre les deux, il y a une image positive de l'agriculture qu'il faut donner. Là, vous en avez eu 2 exemples, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait vous donner. Et c'est cette agriculture-là, je crois qu'il faut promouvoir, faire connaître et communiquer par rapport à ça. Et vous avez été là pour la défendre, cette agriculture. Merci infiniment, Jean-Marc Boyer, d'avoir été notre invité. Merci à tous les 3 d'avoir fait partie du club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. C'est
Sénat en clair, consacré à cette proposition de loi de Bruno Retailleau pour les jours de grève. Il veut un service minimum garanti aux heures de pointe, quitte à réquisitionner les grévistes. Inconstitutionnel et pure communication politique, répondent ses adversaires. On va ouvrir le débat sur ce plateau avec nos invités après les premières explications de Samia Dechir. C'est une journée noire qui s'annonce dans les transports pour la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Une prise d'otage des usagers pour Bruno Retailleau. Le patron de la droite sénatoriale veut créer un droit au transport public garanti. D'ici le 5 décembre, il compte déposer une proposition de loi pour obliger les transporteurs publics à assurer un tiers du trafic quotidien aux heures de pointe en cas de grève. Et pour ça, il prône la réquisition des personnels grévistes. Une proposition incompatible avec le droit de grève inscrit dans la Constitution, estime la ministre de la Justice. Il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce type de réquisition. Je ne suis pas sûre que ce soit constitutionnel, effectivement. Faux, rétorque Bruno Retailleau. La jurisprudence du Conseil constitutionnel justifierait au contraire la réquisition des grévistes dans les transports, service public essentiel à ses yeux. Le Conseil constitutionnel lui-même, en 1979, est allé jusqu'à dire qu'on pouvait même interdire le droit de grève. Ce n'est pas ce que je propose. Quand les besoins essentiels du pays étaient atteints, il avait dit à l'époque que l'audiovisuel public, je ne parle pas des gendarmes, des policiers, l'audiovisuel public relevait de ces besoins essentiels du pays. Donc je ne sais pas d'où Mme Belloubet tire cette conclusion, mais cette conclusion, malheureusement, elle est fausse. Au sein de son propre camp, pourtant, certains pensent que la réquisition des grévistes serait retoquée par le Conseil constitutionnel. L'an dernier, Roger Carucci avait lui aussi déposé une proposition de loi pour un service minimum renforcé dans les transports. Moi, je l'avais envisagé, je le reconnais, il y a 1 an et demi, et on m'avait clairement fait savoir qu'il y aurait un problème constitutionnel, donc je ne l'avais pas intégré à ma proposition de loi. Bruno Retailleau devrait déposer sa proposition de loi d'ici la fin de la semaine. Si elle peut être adoptée par le Sénat, elle n'a en revanche aucune chance de passer à l'Assemblée nationale. Et avec nous pour Sénat en clair ce soir, Jean-Raymond Hugonet, bienvenue. Vous êtes Bonsoir. sénateur LR de l'Essonne. François Patria, bienvenue, président Bonsoir. du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Martial Bourquin est également avec nous, sénateur socialiste du Doubs. Bonsoir. Et Dany Wattebled, bonsoir à vous également. Vous êtes sénateur Les Indépendants du Nord. Merci Bonsoir. à tous les 4 d'être ici. Jean-Raymond Hugonet, Nicole Belloubet nous dit réquisitionner les grévistes, c'est inconstitutionnel. Elisabeth Borne nous dit c'est même pas très sérieux. Pour vous, ça clôt le débat ? Ça ne le clôt certainement pas. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de ne pas traiter ce problème. C'est-à-dire comment l'essentiel de la population peut être pris en otage comme ça d'un seul coup. Alors bien évidemment, le droit de grève est un droit inaliénable à mon sens. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas évoluer avec le temps. Et aujourd'hui, empêcher la libre circulation des personnes est à mon sens aussi une urgence absolue. Donc la pas solution sérieux. proposée par Bruno Retailleau, qui est donc de réquisitionner les grévistes, les jours de grève aux heures de pointe, ça vous semble une bonne idée ? Avec un service de 33% effectivement aux heures de pointe, ça me paraît une excellente idée. Et en tout cas, ça a le mérite de mettre encore une fois le projecteur sur ce problème, parce que c'en est un pour des millions de Français. La loi de 2007 n'a pas résolu le problème. On sentait bien déjà à l'époque qu'il y avait cette discussion, ce débat. Mais aujourd'hui, il y a des failles parce qu'elle est inopérante, cette loi de 2007. Et donc aujourd'hui, il faut quand même redonner à ce pays les moyens de fonctionner et qu'il ne soit pas pris en otage par certains. Le principe de continuité des services publics a une valeur constitutionnelle, nous dit Bruno Retailleau. Il n'est clairement pas respecté aujourd'hui dans les transports. François Patria. Non, c'est pas sur ce sujet que je veux répondre, mais c'est sur la stratégie. Je connais bien Bruno Retailleau, je connais son talent, je connais ses qualités, mais on voit bien que cette loi, après celle du port du voile, il y a quelques semaines, c'est une loi qui vise à remettre en cause aujourd'hui le droit inaliénable de droit de grève, et dans le même temps, c'est une loi d'opportunité et de communication. Si ça ne vous embête pas, peut-être qu'on l'abordera dans un deuxième ou dans un troisième temps. Vraiment sur ce point précis, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose effectivement pour ces populations très en difficulté les jours de grève ? Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin que la loi de 2007 ? Je pense qu'aujourd'hui, et la SNCF, et la RATP, et l'État font des choses pour ces populations en difficulté aujourd'hui, en développant d'autres moyens de transport, en favorisant le télétravail, en réquisitionnant au maximum les non-grévistes pour assurer le suivi de la loi telle qu'elle avait été votée en 2007. Donc, je crois que cette loi, en fait, c'est une loi de communication. Le texte, il est comme ça, il est prévu pour appréhender le 5 décembre, que tout le monde prévoit catastrophique. Et c'est pour ça. Donc, je crois qu'il faut prendre ce sujet avec beaucoup plus de sérieux. Si on doit
parler de service minimum qu'on en parle posément en dehors d'une période paroxystique. Et on abordera ce volet communication politique qui est effectivement brandi par pas mal de monde. Martial Bourquin, peut-être d'abord sur le fond. Est-ce que oui ou non, il faut une loi ou en tout cas un texte qui vienne améliorer les choses, les jours de grève pour les usagers des transports? Est-ce que Bruno Retailleau a en tout cas raison de jeter un pavé dans la mare sur ce point? Tout est déjà dans la Constitution. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Et à partir de là, il faut se poser la question pourquoi il y a une grève qui va être massive. Et c'est parce que, justement, dans ce pays, on a ignoré les corps intermédiaires, on ne négocie plus, et un jour ou l'autre, arrive ce qui va arriver le 5 décembre, c'est-à-dire une grève massive. Et normalement, tout État qui se respecte, tout gouvernement qui se respecte, doit avoir une volonté de négociation. Depuis 2 ans et demi, c'est ce que je dis uniquement et on ne négocie pas. Et on se retrouve un jour ou l'autre dans une situation comme celle-là. Là, des discussions, il y en a en ce moment. Beaucoup. Ah non, vous savez ce que c'est que ces discussions? Non, dites-nous. C'est voilà ce que je propose et je vais vous expliquer pourquoi je le propose. C'est pas une négociation. Une négociation, c'est, là aujourd'hui, il y a la question des retraites. On sait que le système à points s'est mis en place en Suède. 3 années de suite, le gouvernement suédois vient de baisser sensiblement l'ensemble des retraites. On le sait, ça. Et demain, ça sera le gouvernement qui décidera du prix du point. Mais il y aurait que les retraites. Mais il y a aussi la question de l'assurance chômage. Vous avez vu ce qu'a dit M. Gallois? M. Gallois, qui est un des grands patrons de ADS, vient de dire on est en train de faire payer la précarité aux précaires. Donc il y a un mécontentement global dans la société française, et inévitablement, ça se cristallise dans des grands moments comme cela, et après se poser la question de dire, est-ce qu'il faut ou pas un système qui garantisse les transports? Vous savez, quel que soit le système, suite 2007, quand la grève est massive, on ne peut plus rien faire. Et il faut éviter les grèves, il faut négocier, il faut entendre la société. Il faut entendre les différents, les salariés, il faut entendre les syndicats. Même la CFDT a regretté l'absence de négociations réelles. Vous vous rendez compte dans la situation où on est? Dany Wattebled. Moi, je voudrais simplement rappeler qu'il y a 3 niveaux dans la loi. Il y a le premier niveau, tout ce qui est militaire, gardien à pied, policier, n'ont pas le droit de grève. Après, on peut réquisitionner le personnel quand on parle d'audiovisuel, des hôpitaux. Et on a le 3e phénomène, c'est RATP, SNCF. Est-ce qu'on considère que c'est parapublic ou pas? Pour être bien précis. Effectivement, le droit de grève est inscrit dans la Constitution, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a, dans une grève assez forte, s'il n'y a plus personne qui fait le service public, comment font ces gens qui vont travailler? C'est aux citoyens qu'il faut penser de base. Et c'est souvent les gens de la base qui sont le plus pénalisés dans ces cas-là. La grève est normale. Mais je pense qu'il faudrait quand même un service minimum au moins pour donner à ces gens. Donc vous aussi, vous soutenez cette démarche de Bruno Retailleau? Aujourd'hui, je me pose la question, parce qu'il y a quand même des usagers au bout. Il y a des gens qui sont quand même en déplacement pour le travail. Et qui sont plein de circulation. Parce qu'il faut rappeler quand même que les grèves tombent toujours bien. C'est toujours au moment des vacances. C'est toujours quand il y a des moments précis. Et ce moment où il y a plus de gens qui prennent les transports. Elle est peut-être nécessaire pour faire des revendications, mais je pense quand même qu'il faut se pencher. C'est un texte à étudier. François Patria. Moi, je m'interroge. Quand j'ai vu, je peux comprendre ce sentiment. Quand j'ai vu il y a quelques jours que des gens de la SNCF, je crois, décidaient de faire grève parce qu'on changeait les horaires. Écoutez, je trouve que là, je ne dis pas qu'il y a un abus du droit de grève, mais je dis qu'il y a une interprétation et un sentiment qui crée de la colère dans l'opinion, au-delà de ce que disait Martial Bourquin, qui n'est pas le sujet de la grève, qui est le sujet du mécontentement à côté. Donc je pense que, effectivement, je crois que les usagers, je crois que les Français, contrairement à ce qu'on dit, ne vont pas adhérer à ce blocage du pays que tente d'instaurer une minorité, par ailleurs. Donc, moi, je fais confiance à l'opinion publique pour dire, sans qu'il y ait à légiférer, pour dire aux gens qui vont bloquer le pays demain, on a le droit de faire grève, bien entendu, mais qui vont bloquer le pays, empêcher des gens de travailler, de se déplacer, etc. Alors, de dire, et je ne suis pas sûr que ce mouvement
ne retourne pas une partie de l'opinion en le sens contre les qu'on ne grévistes. souhaite pas. Alors on a compris qu'il y avait potentiellement un problème de constitutionnalité à cette réquisition des grévistes. Bruno Retailleau le sait aussi. Alors pourquoi cette initiative? Quel intérêt? La démarche est-elle purement politique? On y vient. C'est l'avis de pas mal de monde. Monsieur Retailleau fait de la politique, de la communication politique, nous dit Jean-Baptiste Djebari sur France Info. Alors qu'en pense Éric Bocquet? Le sénateur communiste du Nord est au micro de Quentin Calmet en salle des conférences. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. C'est perdu dans la... Quentin Calmet en salle des conférences. C'est bon. Bonjour Éric Bocquet. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste. On a vu cette proposition de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, pour avoir ce droit au transport public garanti. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de la com? C'est de la com, mais ça repose quand même sur une position de fond. Je pense qu'on dit que le débat se radicalise parfois, mais là, on est sur une mesure radicale qui veut aller plus loin que ce que M. Sarkozy avait proposé en son temps il y a quelques années. Non, il y a une espèce d'inquiétude globale qui monte à l'approche du 5 décembre, qui va certainement être une journée forte, qui va rassembler des professions très diverses, et tous les jours ça s'agrège. Donc ça suscite de l'inquiétude chez certains élus, comme M. Retailleau. Oui, sur le fond, il dit le principe de continuité des services publics a une valeur constitutionnelle. Est-ce que ça peut être plaidé, ça, selon vous? Le droit de grève est aussi constitutionnel, rien ne doit l'entraver. Je veux dire, on ne peut pas attenter à cela. Ça va générer des perturbations, chacun en convient, mais on est dans une situation sociale très tendue depuis plusieurs mois, qui n'obtient pas de réponse. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette tension qui grandit dans le pays. Autre argument de Bruno Retailleau, il dit que ce sont des milliers de Français qui utilisent ces transports et qu'il y a une nouvelle donne, je cite, que nous devons prendre en compte et un enjeu écologique. Ça pourrait vous parler, l'enjeu écologique oui, aussi? Mais non, c'est opportuniste, très franchement. C'est dans l'aspiration des gens aujourd'hui, l'inquiétude sur l'écologie, le développement durable. Tout le monde partage cela, mais apporter cet argument nouveau aujourd'hui, franchement, c'est d'un opportunisme très limité. Donc vous dites, il faut qu'on garantisse un droit de grève sans aucune limite, c'est ça? Non, dès lors qu'il n'y a pas de violence. Il faut arrêter ces discours avec la prise d'otages, non. Ceux qui sont pris en otage sont ceux qui n'arrivent plus à vivre et à joindre les deux bouts dans cette société depuis trop d'années. Eh bien, merci beaucoup Éric Bocquet pour cette analyse et cette réaction au micro de Public Sénat. Merci Quentin, merci Éric Bocquet, Jean-Raymond Hugonet. Pas mal de critiques quand même, vous voulez réagir? C'est normal, dès qu'on fait quelque chose dans ce pays, dès qu'on propose quelque chose, on a forcément, et c'est le débat démocratique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, alors on pourra toujours accuser les uns et les autres, j'entends ce que dit le président Patriat, et on peut l'interpréter comme ça. Sur clairement, com politique. Oui, sur la com politique. Ouais. Je pense que ça, surtout la proposition de Bruno Retailleau a l'intérêt de dire tout haut ce que pensent des millions de Français, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique au bout d'un moment, quand on veut vivre normalement. Et si on parle de droit constitutionnel, on oppose à ce moment-là, et c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est devant quoi nous sommes, le droit de grève et le droit d'aller et venir. Et la liberté de circulation, la liberté de circulation. 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Si on se lance dans des analyses constitutionnelles, vous savez, à partir du moment où le Conseil constitutionnel rend constitutionnel le fait de supprimer la taxe d'habitation, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, alors qu'il est en contradiction complète avec l'article 72 de la Constitution de la libre administration des communes, on aura tout vu dans ce pays. Mais sur ce sujet, précisément, ce que dit Bruno Retailleau, alors on peut le taxer d'être stratégique, politique dans la com. Oui, opportuniste, dit même Éric Bocquet quand même. Oui, alors venant d'Éric Bocquet, sur le fait d'avancer des arguments économiques. Que je salue, mais sincèrement, ça ne rime plus à rien. Et je rejoins le président Patriat en disant que peut-être que le 5 décembre, une grande partie de la population, et il ne faudrait pas qu'on en arrive, comme on fait dans ce pays, à opposer les gens, mais il y a une grande partie de la population qui ne va plus supporter cette prise d'otage. Martial Bourquin. Moi, j'ai l'impression que j'ai vu des sondages qui disaient que plus de 60% des gens sont d'accord avec ce mouvement. Ça, c'est l'essentiel. Sur le papier. Et la deuxième chose, on verra quel impact aura cette grève. Personne ne fait jamais grève par plaisir. Quand des personnes gagnent le SMIC, ou un peu plus du SMIC, ou pas grand-chose, perdre une journée de travail, c'est beaucoup. Pour des enseignants qui sont les moins bien payés d'Europe, c'est beaucoup. On a l'impression d'avoir des gens qui font grève par plaisir. Ils y sont contraints. Parce que ce gouvernement mène une politique néolibérale qui est
vraiment la plus néolibérale depuis la Libération. Personne n'avait jamais osé toucher à l'ISF. Personne n'avait fait ces ordonnances. Et tout cela fait qu'il y a une accumulation de mécontentement. Et là, on voit des organisations syndicales. Vous voyez, par exemple, quand le président de la CGC dit « on nous ment sur les retraites, on veut faire une réforme financière, on ne fera pas une réforme de justice sociale », il a raison. Le secrétaire de la CFDT dit à peu près la même chose. Et donc, on s'aperçoit que ce néolibéralisme, qui est quand même la stratégie d'Hayek des années 80, de Reagan et Thatcher, c'est dépassé. Alors, c'est pas du tout ce que disent les membres de la Macronie. Je vais laisser François Patria je veux bien, répondre. mais c'est cette politique-là qui se met en plus place. de justice et que ce sont des gens qui défendent leurs régimes spéciaux qui sont... Écoutez, j'ai l'impression, demandez voir aux Suédois qui ont eu le système à points, tous les retraités payent très cher le système à points, parce que c'est le gouvernement qui, à chaque fois, chaque année, au moment de la loi de finances, est en train de régler ses problèmes financiers en baissant les retraites. On l'a commencé à le faire, nous. Vous vous rappelez ce que les retraités ont payé ? Cher, Alors, très cher. On va laisser répondre François Patria et ensuite Dany Wattebled. Je ne suis pas sûr que Martial Bourquin réponde à la question qui est posée, mais je voudrais lui rappeler 2 ou 3 vérités. Il dit depuis la Libération. Est-ce que le monde dans lequel je suis né, de 1945, et le monde de 2019 est le même? Est-ce que l'espérance de vie est la même? Est-ce que la pénibilité du travail est la même? Est-ce que le monde n'a pas évolué? Et si le monde a évolué, les lois doivent évoluer. Et pas dans le sens du libéralisme. Je vais simplement donner cette semaine, Martial, cette semaine. Est-ce que tu as souligné la semaine dernière, mercredi dernier, dans la loi de finances ici, la loi de finances a été votée à l'Assemblée, 10 milliards pour la prime d'activité. C'était 1 milliard du temps de M. Hollande. 10 milliards qui profitent aux travailleurs. Le même jour, mercredi, le compte personnel de formation, 25 à 30 milliards pour tous les gens qui auront droit demain. C'est des mesures libérales, ça? Ce ne sont pas des mesures libérales. Maintenant... Qui sont pris jamais sur les salaires, toujours avec des primes, payées par les contribuables. Merci de m'interrompre, je t'ai pas interrompu, je t'ai écouté. Deuxième chose, si le régime va si bien que tu veux le dire aujourd'hui, que vous voulez le dire, pourquoi est-ce que le corps dit qu'il y aura 10 à 12 milliards de déficit dans 3 ans? Mais qui va payer le déficit? Qui va le payer? Qu'on en discute. Non mais qui va payer le déficit? Qu'on en discute. Est-ce qu'il faudra baisser les pensions? Est-ce qu'il faudra monter les cotisations ou est-ce qu'il faudra travailler plus? Le gouvernement y travaille et charge des mesures d'équilibre aujourd'hui pour faire en sorte que, contrairement à ce que vous dites, le système actuel n'est plus viable et les pensions vont baisser. Et si on n'atteint pas un système d'universalité, qui est le système à points, il n'y aura pas d'équité et de justice. Dany Wattebled. La France est quand même difficilement réformable, mais là on oppose 2 choses. Quand tu parlais, Martial, de perte de salaire pour le public, quand on fait grève comme ça, le privé aussi perd son salaire puisqu'il ne peut pas se déplacer au travail. Et quand j'entends la réforme et essayer d'avoir un régime universel avec plus de 40 régimes différents, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, j'ai mon grand-père qui, dans le temps, était conducteur de locomotive et qui mettait le charbon mécanicien dans la locomotive et pouvait partir à 50 ans en retraite, il était fatigué. Je ne pense pas que c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, je pense que de vouloir mettre tout sur la table à un moment à plat, c'est pas mauvais. On peut parler des métiers pénibles, le maçon, quelqu'un qui est dans les bâtiments. Mais il faut quand même repenser les choses. On ne peut pas vivre avec des gens qui ont vécu à une époque des choses et qui vivent aujourd'hui avec les mêmes avantages en voulant regarder ce principe-là en n'ayant pas le même travail. Il faut moderniser le système, quoi. Écoutez, moi, la RATP, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui mettait les affiches. Il est parti à 52 ans en retraite. Excusez-moi du peu, mais il n'a pas été usé comme un maçon qui est tous les jours en plein... Comme un chauffeur routier. Voilà. Donc on ne peut pas garder d'un côté une certaine forme de privilège, je le dis comme ça. Alors que ça les fait hurler quand ils entendent le mot les gens privilège. qui sont à l'exercice, effectivement, on ne doit pas les pénaliser, ils doivent finir leur carrière, mais on doit quand même repenser la suite. Et la suite, on ne peut pas avoir un tonne d'anaïs sans arrêt et ne pas pouvoir mettre quelque chose sur la table. Quand on parlait de communication, excuse-moi Dany, mais la photo qui est derrière nous, elle est là. Enfin, le problème, il est là. Jean-Paul Delevoye, Édouard Philippe, pour vous ? Qui peut aujourd'hui nier ce que disait le président Patria, c'est-à-dire que c'est un problème arithmétique, qu'on arrive à un système universel, enfin, si on y arrive, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'au plus haut sommet de l'État, il y a des divergences de vues entre M. Delevoye, sincèrement, qui a été navrant en disant « je ne transigerai pas ». Et dans les 10 minutes, il s'est fait rappeler à l'ordre en lui disant « tu vas te taire parce que c'est autre chose ». Alors, où il y a une négociation
Et il y a une vraie négociation, et là je rejoins ce que disait Martial, c'est que s'il y a une vraie négociation, il faut l'écouter. Si c'est pour faire une négociation bidon où on sait déjà ce qu'on veut et on essaye de le vendre, ça ne marchera pas. Mais le problème de fond, il est absolument incontournable, arithmétiquement, et le corps l'a prouvé, ça ne passe pas. C'est tout. Alors, vous voulez ajouter quelque chose rapidement Moi, je voudrais ajouter simplement qu'on a du mal à faire baisser réellement le chômage. 1 million de personnes qui cotiseraient en plus, quasiment, le système serait à peu près équilibré. La deuxième chose, moi je voudrais qu'on parle dans ce pays un peu des 80 à 100 milliards d'euros qui chaque année s'évadent, soit dans les paradis fiscaux, s'évadent aussi, mais c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les mêmes à qui on demande de faire des efforts. Et d'un autre côté, on supprime l'ISF, et là, on sait que 100 Français ont obtenu 1 600 000 chaque année d'argent de poche en plus. Comment voulez-vous que les gens acceptent cela ? Et moi, je ne l'accepterai pas. Je refuse d'entendre des choses comme celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on arrive, on dit, on est sérieux, on va mettre le système à plat. Les régimes spéciaux sont la minorité des retraités. Et quand le président Macron a frappé l'ensemble des retraités, il disait quasiment qu'avoir 2 000 € de retraite, on était quasiment un privilégié. Il l'a dit, il l'a dit. Et donc, il est obligé de revenir en arrière en partie, mais je connais encore des retraités. Et bien demain, si demain le gouvernement a le système à point, ben il fera comme la Suède. Regardez, 3 années de suite, 3 années de baisse des retraites. Eh bien, c'est ce que veut le président Macron. On sait très bien qu'il fonctionne comme ça. C'est la verticalité. Il ne veut pas de négociation. Enfin, on est compte, même la CFDT qui demandait à négocier, on l'a quasiment envoyé promener. Même la CFDT. Vous vous rendez compte dans la situation où on est ? Il nous reste 1 minute peut-être pour répondre François Patria et ensuite Dany Wattebled dans quelques secondes. Non, je crois que cette caricature de la situation, les 80 milliards, j'entends ça tous les jours. C'est une réalité. C'est une réalité. Monsieur Bourquin, nous avons été majoritaires ensemble dans cette Assemblée. Je pense que le gouvernement actuel récupère beaucoup plus d'argent de la fraude fiscale que les gouvernements précédents. Et on sait bien que ça ne se résoudra pas d'un instant. Donc, allez, j'allais dire, à défaut de faire noble, on peut faire court. Je trouve que c'est pas noble de traiter les problèmes comme ça. On est dans un monde aujourd'hui où l'économie est ouverte. On est dans un monde où l'économie est ouverte. Et ce gouvernement n'a jamais fait autant, d'autres gouvernements n'ont fait autant pour le pouvoir d'achat et pour aujourd'hui. Il nous reste 20 secondes. L'ISF, c'est quoi ? C'est votre maladie récurrente. La flat tax, c'est quoi ? C'est toujours les mêmes qui payent. Non, mais et les autres qui s'enrichissent. Le pouvoir d'achat des Français a monté cette année de 2% encore. 10 secondes. Voilà. Et ça, vous l'ignorez. Dany Wattebled. Non, simplement pour dire, c'est un sujet pas facile, mais il a le mérite d'être sur la table. Donc les débats vont s'enclencher, chacun prend des positions, mais moi personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, une grève doit être faite. Mais là, on est sur un débat sur les retraites et on est presque en une grève préventive, puisque bon, on a quelques brides. Oui. On n'a pas les détails de la réforme. On n'a pas encore de débat, donc on est en grève préventive. Et on suivra ça de très près. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Sénat en clair. Dans un instant, la suite de LPL, match des idées, puis grand débat. D'abord, retour sur l'invité politique de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Gilles Legendre, patron des députés La République En Marche, et il nous assure qu'il y aura des annonces d'ici 15 jours sur les retraites, justement. Il faut absolument garder notre sang-froid. Et je pense que les annonces qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses. Pourquoi est normal. Quinzaine ou vingtaine de jours ? Après la grève, dans les jours suivant la grève, je pense que nous serons capables de faire atterrir un certain nombre de propositions. Mais vous attendez la grève, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'annonce à l'issue du séminaire gouvernemental de dimanche, par exemple ? Écoutez, peut-être qu'il y aura au moins l'annonce d'un calendrier et l'annonce de grands principes. Je pense qu'il importe maintenant que nous atterrissions, pour parler de façon un petit peu familière. Et il est normal que dans une période de discussion, de négociation, de concertation, nous soyons dans l'incertitude, que plusieurs options soient sur la table, puisque le propre d'une négociation, c'est d'y rentrer avec l'esprit d'ouverture, ce qui nous a caractérisés. Maintenant, il faut revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? C'est que depuis 25 ans, notre pays est malade de ses retraites. Et que tous les 5, 6, 7 ans, on est obligé de rouvrir le dossier avec un niveau anxiogène maximum et la certitude que quoi qu'on fasse, et des choses ont été faites par les majorités qui nous ont précédés, mais quoi qu'on fasse, cela ne suffira pas. Est-ce qu'il y a un besoin de rassurer les parlementaires de votre majorité ? Est-ce qu'il y a une inquiétude sur ce que sera ce mouvement du 5 décembre ? Écoutez,
nous n'avons pas à être inquiets. Nous n'avons pas été élus pour porter de l'inquiétude. Nous avons été élus pour écouter les Français. Ce que nous faisons, nous, particulièrement députés, depuis le début de ce chantier retraite, c'est-à-dire depuis bientôt 2 ans, nous avons été associés de très près par le haut-commissaire à tout ce travail d'élaboration de cette architecture du nouveau régime universel. Nous sommes là pour proposer des solutions, nous les construisons avec le gouvernement. Mais pas d'inquiétude sur le 5 décembre et cette mobilisation qui s'annonce forte? Vigilance, certainement. Mais vous savez, le 5 décembre, on est en train d'en faire une sorte de monstre. Ce n'est pas ça. Les choses sont beaucoup plus claires que ça. Mais vous ne craignez pas un blocage du pays? Le 5 décembre, c'est une grève des régimes spéciaux. Je peux le comprendre. Alors ça, c'est ce que je dis, c'est la petite musique qu'on entend dans l'exécutif et dans le gouvernement. Est-ce que vous ne cherchez pas à diviser? Mais certainement pas, puisqu'au contraire, nous voulons rassembler, réunir l'ensemble des Français dans un régime unique, et nous sommes capables de le faire avec les transitions qui font que ceux qui aujourd'hui font grève parce qu'ils ont peur d'y perdre puissent être rassurés sur le fait qu'ils n'y perdront pas. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme. C'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons sur ce drame qui vient de frapper l'armée française au Mali. 13 militaires tués dans un accident d'hélicoptère lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Parmi ces militaires, le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Bockel. Beaucoup d'émotions au Sénat ce soir. Gérard Larcher s'est exprimé dans l'hémicycle. Alice Bardot, vous avez suivi cet hommage pour nous. Et oui, Rebecca, vive émotion cet après-midi au Sénat. Les sénateurs ont rendu hommage aux 13 militaires tués hier soir dans un accident d'hélicoptère. Et je reviendrai donc tout à l'heure sur cet épisode. Et cela nous amènera à nous poser des questions sur cette lutte contre le terrorisme au Sahel. La présence française sur place a-t-elle encore un intérêt? Sommes-nous en train de nous enliser? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Quentin Calmet. Oui, bonsoir Rebecca. On va également parler de cette émotion au Sénat, une émotion toujours palpable ici en salle des conférences. Et à mon micro, Christian Cambon, le président de la Commission d'affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. À tout à l'heure, Quentin. Avant tout cela, notre match des idées, il va opposer dans un instant Erwan Tison à Pierre Jacquemin. On va s'arrêter sur cette réforme des retraites encore et toujours en discussion. 2 ans que Jean-Paul Delevoye travaille sur le sujet. L'exécutif relance et multiplie même rencontres et consultations. Partenaires sociaux, parlementaires, membres du gouvernement. Emmanuel Macron a lui-même déjeuné avec des élus tout à l'heure. Gilles Legendre nous parle d'annonces dans une quinzaine de jours. Est-ce que ça y est, on va enfin y voir clair dans cette réforme? Avant d'en parler, les réactions au Sénat avec Sandra Cerquera. Emmanuel Macron l'assure, la réforme des retraites, avec la suppression des régimes spéciaux, est une question de justice. Un argument que toute la majorité a été invitée à défendre, y compris au Sénat, au groupe En Marche. Le gouvernement est dans son rôle et dans sa mission en menant cette réforme d'intérêt général et en ne cédant pas à des revendications particularistes. Nous sommes nombreux au Parlement à souhaiter que le vote de cette loi ait lieu rapidement pour que chacun sache que cette réforme va se dérouler et qu'elle va apporter de la justice. Mais chez les Républicains, ils sont nombreux à penser le contraire, affirmant que cette réforme promet une baisse des pensions. Le jour où il n'y aura plus rien dans les caisses, on va baisser le point et tous les retraités seront dans la précarité. À gauche, on estime que le chef de l'État tente de ne pas perdre la bataille de l'opinion en jouant sur les régimes spéciaux, au risque de diviser les Français. Ce qu'il voit, c'est que cette réforme, elle monte les Français modestes les uns contre les autres, elle monte les taxis contre les agents RATP, et elle monte les salariés les uns contre les autres, et elle ne dit rien des vrais problèmes d'inégalité dans notre pays. C'est cela que le gouvernement s'obstine à ne pas entendre. Alors que les syndicats continuent d'être reçus à Matignon, l'exécutif veut montrer qu'il reste ouvert à la discussion, tout en restant inflexible sur le fond. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Erwan Tison, bienvenue. Vous êtes économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens et auteur de ce livre « Les robots, mon emploi et moi ». Pierre Jacquemin est également avec nous. Bonsoir Pierre, bonsoir. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Regard et auteur de « Ils ont tué la gauche ». On voit l'exécutif multiplier les rencontres, les consultations. Erwan Tison, comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est un peu panique à bord en vue de la journée du 5 décembre?
je ne sais pas si c'est panique à bord, mais en tout cas, c'est gesticulation toute. Il y a la volonté vraiment de remontrer. On relance encore un cycle de discussion avec les partenaires sociaux. Ça doit être de mémoire le 3e ou le 4e depuis la fin du premier semestre. Il y a vraiment la volonté de dire que tout le monde aura été écouté. Je pense malheureusement qu'il y a une espèce de cacophonie qui s'est élevée dans la majorité depuis plusieurs mois, qui fait qu'en fait, ils ont perdu la bataille de l'opinion. La réforme était très très simple à défendre. On met en place une retraite à points. Vous partez à la retraite à l'âge que vous voulez. Point barre. Il y aura un point. Vous direz, tel que vous le dites, ça paraît très simple. Mais c'est parce que ça l'est. Emmanuel Macron, c'est comme ça qu'il l'avait annoncé pendant sa campagne. Tous les pays justement qui sont passés au système à points, et ils sont beaucoup, ont justement expliqué cette réforme-là comme ça. Après, la valeur du point, le débat de dire effectivement on peut jouer à la baisse, mais on peut aussi jouer à la hausse. Ça aurait été une formidable opportunité pour toutes les forces de gauche de dire écoutez, très bien, on accepte la réforme, la retraite à points, et nous, quand on va y passer, on va faire exploser le point pour certaines catégories. Comme ça, justement, il y aura une redistribution. C'était un outil de redistribution et de stabilisation des finances publiques qui était absolument formidable. Et en plus de ça, ça donnait de la liberté à chacun des actifs de pouvoir construire son parcours professionnel et de partir à la retraite quand il le souhaitait. L'autre pendant de la réforme, c'est effectivement la suppression des régimes spéciaux qui, on le voit de toute façon, sont profondément inégalitaires et inéquitables, quoi qu'on en dise, c'est des faits, et très, on va dire, pas du tout majoritaires dans l'opinion. Donc, tout était gagné d'avance. Mais le problème, c'est qu'à vouloir, peut-être un petit peu échaudé par les Gilets jaunes, à vouloir trop tergiverser et puis à vouloir avoir laissé surtout plein de voix cacophoniques au sein même de la majorité, comme on l'a vu ce matin s'exprimer, on n'y voit absolument plus rien. Et du coup, ça a entretenu la confusion. Et ce qui fait que derrière, tout le monde, forcément, a l'impression de se faire un peu flouer. Tiens, Jacquemin. Oui, je vous trouve très optimiste sur la capacité de la gauche, d'abord, de prendre le pouvoir demain dans le pays. Et c'est vous qui le dites. Et de parler d'une voie commune. Et deux, surtout, de décider de l'augmentation de la valeur du point. Et c'est d'ailleurs tout le problème de cette réforme par points qui pose la question de savoir qui décide de la valeur du point, comment elle évolue, dans quelles circonstances. Et on a beau dire que ça se fera en fonction de l'inflation ou de je ne sais quoi, personne ne le sait aujourd'hui. Et surtout, personne ne le sait et personne n'est en capacité, à partir d'un système de retraite comme celui qui nous est proposé aujourd'hui, d'évaluer le montant de sa retraite. Vous dites chacun pourra partir librement à la retraite quand il voudra, sauf qu'on sait très bien que ce n'est pas une question de liberté. Un salarié qui est un travailleur pauvre aujourd'hui, qui touchera une retraite de travailleur pauvre, puisqu'on estime que les pensions de retraite vont baisser de 20 à 30% d'ici à 2050 avec cette réforme, n'aura pas d'autre choix que d'aller travailler. Ça veut dire que si vous avez des grands-parents, si vous avez même des parents qui sont aujourd'hui à la retraite, devront aller trouver un travail, un emploi pour pouvoir arrondir les fins de mois, ce qui m'est, moi, personnellement, insupportable sur un plan humain. C'est-à-dire, arrêtons de faire de la politique 3 secondes et imaginons ce monde où des gens de 80 balais, pour le dire comme ça, vont devoir se retrouver à aller faire caissier de supermarché ou je ne sais quoi, comme on le voit en Angleterre, aux États-Unis. Et ça, c'est un monde qui, aujourd'hui, je pense, n'est pas acceptable. Vous parliez de dialogue social. Je pense que là où le gouvernement, là où la Macronie aurait dû avoir un temps d'avance, ils ont un temps de retard, mais considérable. On voit quand même que depuis ce quinquennat, la question du dialogue social n'est certainement pas au cœur des préoccupations de ce gouvernement, parce que je pense que la formation même d'Emmanuel Macron, qui n'a pas d'expérience d'élu, qui n'a pas d'expérience de terrain, et une fonction, une connaissance technocratique, énarchique du fonctionnement des institutions, donc ne prend pas la mesure de ce qu'est un syndicat. Aujourd'hui, un syndicat n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, il est là pour négocier. Et le problème, c'est que depuis le début de ce quinquennat, il n'y a pas de négociation. Et donc la tension sociale augmente à mesure que le dialogue social diminue. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il se rend compte un peu tard, comme il l'a fait d'ailleurs en méprisant un peu les élus locaux. Il y a aussi toute une partie du quinquennat où il a nié l'existence des élus locaux. Il s'est un peu rattrapé. Je ne suis pas sûr que ça a été encore totalement couronné de succès, mais c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment avec les syndicats. Il faut remettre les syndicats autour de la table, mais pas seulement pour écouter, pour vraiment négocier. Sur effectivement le spectre d'avoir des personnes à 80 ans qui sont encore sur le marché du travail, c'est pas du tout l'ambition. D'ailleurs, quand vous regardez des pays comme la Suède, par exemple, qui ont été des précurseurs en termes de retraite à points, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, là où l'histoire était très belle, et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, les seniors, justement, ont plutôt un problème de sous-emploi que de suremploi, parce qu'après de 55 ans, on a un problème d'employabilité. Là où l'histoire était très belle, et d'ailleurs était très cohérente, je trouve, on peut reprocher beaucoup de choses au candidat et au président Macron, mais l'histoire était très cohérente, c'est sur la réforme, quelque part, de la sphère sociale. Il y avait d'abord la formation professionnelle. Effectivement, donc cette idée de dire pourquoi est-ce que par exemple en Suède on n'a pas de problème de pénibilité du travail. Il n'y a pas de problème là-bas de pénibilité du travail. Pourtant porter un carton en Suède c'est aussi lourd que le porter en France. Parce qu'en Suède, quand vous allez vous porter un carton à 25 ans, à 30 ans vous arrêtez et vous devenez contremaître et grâce à la formation vous vous élevez. La réforme de la formation professionnelle elle est peut-être la plus ambitieuse qu'on ait faite depuis 30 ans, c'est peut-être la plus importante du quinquennat. Et ça c'était la bonne idée. Elle est exactement. D'ailleurs on le voit, le succès de l'application qui a été téléchargée plus de 610 000 fois en l'espace de 5 jours, ce qui est absolument monstrueux. Là justement c'était très beau
parce qu'on pouvait dire effectivement vous construisez votre vie comme vous voulez, mais vous n'êtes plus conditionné au diplôme que vous allez avoir à 18 ans. C'est-à-dire que votre parcours professionnel va se construire et se transformer tout au long de votre vie. Donc en fait, on avait un actif qui avait son destin qui était figé à l'âge de 20 ans et déterminé exclusivement par son lieu de naissance ou son diplôme, à quelqu'un qui était vraiment extrêmement flexible et tout au long de sa vie et qui pouvait après dire bah voilà, moi j'ai fait un métier pénible les 20 premières années de ma vie, les 10 premières années de ma vie, comme ça arrive à beaucoup, mais j'ai évolué, je me retrouve à 62 ans, j'ai pas forcément envie de partir parce que je m'éclate dans ce que je fais, j'ai commencé à porter des cartons et aujourd'hui je dirige une entreprise de 40 personnes, et ben je veux rester longtemps. Et ça c'était extraordinaire d'un point de vue justement liberté des actifs. Ensuite sur le calendrier, moi je vous rejoins, à mon avis cette réforme-là, d'ailleurs dans tous les pays où on s'attaque à un mastodonte aussi important, ces réformes-là on les fait dans les 100 premiers jours. Au début. La dernière gâchette qu'il a pu utiliser, c'est la réforme de la SNCF qui, vu l'ampleur de la réforme, est quand même passée comme une lettre à la poste. On peut dire ce qu'on veut. Il aurait dû, à mon sens, une réforme aussi importante, et notamment et aussi structurelle, il aurait dû la faire passer dans les 100 premiers jours. Alors justement, au niveau du timing, est-ce que ça va s'accélérer? Vous parliez de cacophonie au sein de la Macronie. Je voudrais qu'on écoute Gilles Legendre ce matin sur Public Sénat. C'est le patron des députés La République En Marche. Et il nous a donné une information qu'il n'aurait peut-être pas dû dévoiler. En tout cas, ça donne des pistes pour la suite. Je voudrais qu'on l'écoute et vous me dites ce que vous en pensez. Les annonces qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses. Donc il va y avoir des annonces et donc les choses vont se clarifier, Pierre Jacquemin. C'est intéressant de savoir qu'on sait déjà qu'il va y avoir des annonces d'ici 15 jours, alors même qu'on nous explique qu'il y a une concertation actuelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on attend de mesurer quel sera le niveau de la grogne sociale et on verra s'il y a des ajustements derrière. Je trouve que tout ça n'est pas très sérieux et d'une manière générale, ça montre aussi le léger flottement, si ce n'est le très gros flottement qui existe au sein de cette majorité. On voit bien que les députés ne sont pas forcément concertés sur ce qui se joue en ce moment à travers le calendrier et le contenu de la réforme. Et puis, d'une manière plus générale, moi je trouve assez cynique de la part du gouvernement, mais à commencer par le président de la République qui s'est quand même exprimé pour dire en gros aux manifestants, ou en tout cas ceux qui pensent se mobiliser et donc être en grève le 5 décembre, qui se mobilisent aujourd'hui, alors même qu'ils ne savent pas le contenu de cette loi. Sauf qu'on sait déjà 3 axes de cette loi qui ne font pas consensus, qui est l'allongement, le principe de réforme de retraite par point. Il y a l'allongement de durée du travail qui semble acté par ce gouvernement, alors que dans la tête des Français, je ne suis pas sûr que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait nécessairement travailler plus longtemps. D'abord, les gens, c'est vrai, vivent plus longtemps, mais ils vivent plus longtemps mal. C'est la dernière étude qui est sortie la semaine dernière. En tout cas, pas forcément en bonne santé. Pas forcément en bonne santé. Et on sait aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les 55 ans et plus sont concernés par le chômage, par un chômage de longue durée. Donc ça ne paraît pas très cohérent. Et le troisième point, qui est, semble-t-il, acté, ou peut-être il y aura quelques marges de discussion, notamment avec la CFDT, c'est la suppression de ce qu'on appelle les privilégiés, pardon, j'ai oublié le terme, mais des retraites, des régimes spéciaux, pardon. Ils sont tous sauf des privilégiés. Joli lapsus. Oui, parce que non, c'est pas un lapsus, parce que c'est vraiment comme ça que le gouvernement le présente. On a entendu les éléments de langage, j'ai entendu Agnès Buzyn nous expliquer qu'aux Français, vous vous rendez compte, ceux qui vont se mobiliser, ce sont ceux qui ont des retraites qui reposent sur les régimes spéciaux, donc qui défendent un précaré, ils défendent pas votre retraite à vous. Sauf que c'est faux, en fait, et je trouve que l'argument est vraiment pas très opportun, il n'est pas honnête, il est même très cynique parce qu'il cherche, ce que disait la sénatrice tout à l'heure très justement, il cherche à diviser des catégories de Français modestes avec des plus modestes qu'eux. Alors qu'aujourd'hui, les privilégiés, c'est certainement pas ceux qui gagnent 2500 par rapport à ceux qui gagnent 1500 € aujourd'hui une retraite. Non, le problème, il est dans où est-ce qu'on va chercher les marges de manœuvre pour penser à un système de retraite qui nous permet de continuer un système de retraite qui est basé sur la solidarité. Et c'est certainement pas dans les petits salaires qu'on va chercher cette répartition des richesses qu'on doit aller chercher là où c'est possible, là où il y a de l'argent. C'est pas qu'un symbole, il n'y a pas de l'argent magique, il existe de l'argent en France et donc on peut penser à un système équilibré de retraite demain qui repose sur la solidarité nationale. Erwan Tison, et après on parle des étudiants. Oui, tout à fait. Alors moi je pense que effectivement la mobilisation du 5 a commencé par une mobilisation corporatiste, et j'ai pas honte de le dire. Quelques chiffres justement pour dire à quel point ils sont privilégiés. On peut dire d'autres termes, mais en même temps on ne peut pas l'en vouloir. Ils ont construit quelque part ce trésor-là en 1945. Ils avaient commencé à le construire bien avant pour la plupart des corporations. Ça a été nationalisé en 1945 et là du coup ils continuent à vivre dessus. Est-ce que vous connaissez le taux de cotisation justement par rapport au financement total à la SNCF? Il y a 36% des cotisations qui financent le système total. C'est-à-dire que 64% du système des retraites de la SNCF aujourd'hui est financé par quoi? Par la solidarité nationale. Donc là, on a des marges de manœuvre. Pourquoi? Les régimes spéciaux concernent 3% à peu près des retraités aujourd'hui. Alors justement, ça ne concerne que 3% des retraités aujourd'hui, mais ce que vous savez que ça représente 24% des dépenses de notre fameuse 14% de PIB. Donc 3% de la population, et je vous
merci de le mettre en avant. 3% de la population justement des retraités s'accapare quelque part 24% des dépenses. Pourquoi ? Parce que l'âge de départ moyen à la retraite, je vais vous donner les chiffres, la Cour des comptes, RATP c'est 55 ans, SNCF 56 ans, fonction publique 61 ans, avec des pensions à la RATP moyenne de 3705 € contre 1410 € dans le régime général. Donc effectivement, il y a, et c'est normal, ils se mobilisent parce qu'ils ont des avantages objectifs et qu'ils veulent garder. Qu'aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls à se mobiliser. Vous voyez non, mais bien sûr, les agriculteurs rentrent dans la course, les étudiants rentrent dans la course, il y a eu une agrégation des colères, mais initialement, parce que ça prouve aussi qu'il y a un mal-être social dans ce pays. Il y a un mal-être social dans ce pays, mais initialement, c'est quand même une grève corporatiste qui nous avons un avantage et nous voulons le garder. Et quelque part, ils ont un petit peu raison d'un point de vue purement égoïste parce que leur situation est plutôt bénéfique. Et c'est le deuxième thème de ce match, effectivement, cette grogne étudiante. C'est lié puisque certains syndicats veulent se joindre au mouvement du 5 décembre. En attendant, ils étaient de retour dans les rues cet après-midi. Nouvelle journée de mobilisation contre la précarité à Paris, à Lille, à Toulouse, mais aussi à Lyon. Voilà des images tournées par une journaliste de l'Obs, Barbara Krief, et ce commentaire: à Lyon, les étudiants et quelques gilets jaunes contre la précarité étudiante. Pierre Jacquemin. Oui, alors moi j'ai vu aussi les images tournées à Massy où les étudiants étaient particulièrement mobilisés et où il y a eu un rapport de force avec les forces de l'ordre, de venir sur ce terrain-là, mais c'est vrai qu'un des acteurs majeurs aussi des prochaines semaines, ça va être Philippe Castaner. Christophe Castaner, pardon, que j'ai fait un switch avec Philippe, je ne sais pas. Bon, Christophe Castaner, qui va être un personnage clé aussi et décisif. On sait que toute l'année qui s'est écoulée avec la mobilisation des Gilets jaunes, on ne peut pas dire que la mobilisation, en tout cas la doctrine telle qu'elle a été pensée par le ministère de l'Intérieur, ait permis aujourd'hui à un mouvement social qui se soit déroulé dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui était le premier grand mouvement effectivement étudiant, sans doute qu'on n'a pas vu depuis, alors peut-être pas en termes de mobilisation, on n'a pas encore totalement les chiffres, mais en tout cas la force réunie de l'ensemble des syndicats étudiants est comparable à celle du CPE en 2005. Donc c'est pas un petit événement qui se produit là, et je pense qu'il se produit d'autant plus dans un contexte où il y a une précarité grandissante de cette génération d'étudiants, avec des faits qui sont évidemment dramatiques, catastrophiques, et qui alertent, sensibilisent aussi l'opinion publique, et l'appel malheureusement. à rejoindre le mouvement du 5 décembre, c'est pertinent ? L'appel à rejoindre, de l'UNEF en l'occurrence. Quand on écoute les étudiants et notamment effectivement les organisations syndicales, elles se sentent concernées évidemment par les grands projets de société. Ça n'est pas qu'une petite réforme, la réforme du régime des retraites. C'est une réforme qui concerne toutes les générations, et on verra en plus si elle concerne en premier lieu desquels les étudiants, parce qu'on ne sait pas encore si la fameuse clause du grand-père va être adoptée ou pas adoptée, même si visiblement elle va être a priori elle serait enterrée. Et donc du coup oui, les étudiants ont raison de se mobiliser et de rejoindre les appels et les mots d'ordre du 5 décembre, qui, en plus de la réforme des retraites, englobe effectivement plus généralement la question de la précarité. Mais au sein de la réforme des retraites, ce qui est visé, c'est aussi la précarisation rampante de toute une société. Erwan Théon. Oui, sur le volet étudiant, effectivement, il y a une précarisation des étudiants assez importante depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, il y a une démographie étudiante qui est assez importante, qui est même une richesse pour notre pays. Mais d'un autre côté, les crédits ne suivent pas forcément. Et en fait, on a une politique à la fois universitaire et à la fois sociale à destination des étudiants qui ne suit pas. Aujourd'hui, on a un étudiant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté et un parent sur 2 qui avoue ne pas justement avoir les moyens de pouvoir loger son jeune. Donc là encore, on retrouve en fait la question du logement qui quelque part apparaît en filigrane d'ailleurs de toutes les contestations sociales. On a un vrai problème du logement en France et qui pèse trop dans le budget des ménages et qui quelque part ampute le reste du pouvoir d'achat. Mais ça, c'est un autre débat. Sur les raisons des études, la question des étudiants, alors moi je vois avec le premier syndicat étudiant, la FAGE, n'a pas du tout appelé à manifester. Non, pas le 5 décembre, mais l'UNEF, pour le 5, et c'est la seule organisation d'ailleurs qui a fait des propositions pour notamment que ce soit une réforme des aides globales, l'aide globale d'indépendance, une réforme des aides sociales. Je suis d'accord avec l'UNEF, mais ils font des propositions de la même manière que la FAGE en fait. Moi, j'ai regardé les propositions, j'ai plus vu de pragmatisme d'un côté que de l'autre, mais après, c'est un autre débat. Mais effectivement, la question des étudiants, le problème, c'est qu'il y a un nouveau feu social quelque part qui s'ouvre face au gouvernement, et on a l'impression, vous savez, comme ce jeu à la fête foraine, vous appuyez sur un trou, il y a une top qui en sort, et malheureusement, là, ça sort un peu de partout. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a deux solutions. Il y a premièrement une précarisation effectivement de certains corps de métier, les infirmiers, les professeurs, les enseignants, les étudiants et une partie des retraités, ça c'est indéniable. Et deuxièmement, il y a aussi une espèce de sinistrose ambiante, ou alors en tout cas un grand paradoxe, parce que les résultats économiques ou les chiffres économiques sur un tableau Excel, purement Excel, sont plutôt bons objectivement en France comparé à d'autres pays, mais le mal-être justement ne cesse de grandir. Alors deux solutions, soit effectivement les chiffres se trompent et ne reflètent pas la réalité réelle du pays, soit on est enfermé en France dans un discours trop pessimiste, où effectivement beaucoup de personnes nous annoncent que nous sommes dans un pays type germinal, etc., et que c'est pas forcément vrai. Je pense que c'est un peu une conjonction des deux. Il y a effectivement des personnes qui souffrent, mais il y a un discours ambiant qui malheureusement, à mon avis,
plombe C'est le moral des intéressant gens. que vous disiez ça, parce que l'Express s'est livré une petite comparaison des situations entre les étudiants français et leurs voisins européens. Sur les frais universitaires, par exemple, l'hebdo cite l'Agence de l'éducation audiovisuelle et culture. En France, ces frais vont de 100 à 1000 euros par an, ce qui nous place à peu près au milieu du classement européen. Nos étudiants payent davantage en Italie, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, où les frais d'inscription à l'université peuvent grimper jusqu'à 10 838 euros. Mais c'est moins qu'en Allemagne, regardez, où les universités publiques accueillent gratuitement les étudiants sans frais d'inscription. Pierre Jacquemin. Oui, les étudiants, en tout cas les organisations syndicales, font état d'une augmentation du coût des études et par ailleurs mais ça rejoint cette différence entre le ressenti, les chiffres sur un tableau Excel et ce ressenti qui a l'air beaucoup plus en détresse que ce que les chiffres ne donnent. Quand vous regardez, quand on nous annonce les chiffres du chômage, effectivement, tous les voyants nous expliquent que le chômage est en train de baisser. Sauf que concrètement, c'est pas parce qu'on enlève des chiffres du chômage une partie des chômeurs que les chômeurs se retrouvent à trouver du travail du jour au lendemain. La situation des étudiants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que les étudiants vivraient peut-être mieux et que c'est un ressenti qu'ils vivraient moins bien. Mais en réalité, il y a un système de sélection qui est extraordinaire à l'université. Aujourd'hui, les classes populaires qui rentrent à l'université, si elles ne sont pas davantage aidées et sur le plan de l'enseignement et sur le plan financier pour ne pas devoir à travailler pour pouvoir financer ses études, c'est des étudiants qui sortent du système éducatif avec un bac mais sans diplôme par la suite. Donc c'est ça qu'il faut conforter, c'est ça qu'il faut réussir à trouver un équilibre. Il y a dans les revendications de l'UNEF notamment des revendications d'augmentation des bourses universitaires. Il y avait, fut un temps, je me rappelle, moi étudiant, en tout cas, la possibilité pour des étudiants boursiers, ce que j'étais, de pouvoir cumuler avec un emploi qui est lié à nos études et qui est aménagé pour pouvoir suivre des études correctement. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'étudiants qui n'ont pas recours à la santé ou en tout cas qui ne vont pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Pour le coup, les chiffres sur les tableaux Excel le disent aussi. Le disent aussi. Et aujourd'hui, c'est pas illogique que les étudiants se mobilisent dans les restaurants universitaires pour faire des opérations de repas gratuits parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes étudiants qui ne se nourrissent pas à leur faim. Et il y a aussi des phénomènes de prostitution chez les étudiants parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions pour pouvoir et se loger et étudier en même temps. Donc je pense et manger aussi. Et donc je pense qu'il y a un système inégalitaire qui se met en place. Il y a un problème avec notre société qui fait que depuis que la massification universitaire avec l'entrée des classes populaires à l'université est un problème pour l'élite en soi parce qu'on explique que ça baisse le niveau, sauf que non, on n'a pas accompagné les moyens de cette rentrée en masse effectivement dans le monde universitaire. Allez, troisième thème de ce match, messieurs, la pétition pour organiser un référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris. La gauche ne désarme pas. Parlementaires, socialistes et communistes ont donné un point presse tout à l'heure pour expliquer leur démarche. Patrick Kanner, vous le voyez, président du groupe socialiste au Sénat, y était, et Quentin Calmet est à ses côtés en salle des conférences. Bonjour Patrick Kanner, Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste ici au Sénat. On a vu ces images, vous étiez réunis avec des parlementaires, notamment des communistes, pour saisir la Commission nationale du débat public. Qu'est-ce que c'est que cette saisine ? Alors, tout d'abord, nous ne sommes pas que la gauche rassemblée autour de cette saisine, puisqu'il y a aussi des sénateurs LR, je pense notamment à Philippe Dallier, qui a signé cette saisine auprès de la Commission nationale du débat public que préside Mme Joanneau. Donc nous avons donné à Mme Joanneau finalement un argumentaire pour qu'elle-même considère que cette privatisation d'ADP aura des conséquences sur le domaine environnemental, sur le domaine de l'aménagement du territoire, et que les Français aujourd'hui ne sont pas assez informés sur ces conséquences. C'est tout l'objet de cette réforme du Code de l'environnement qui a d'ailleurs été voulue par Emmanuel Macron quand il était ministre et qui permet à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir la Commission nationale. Et donc c'est une première, des parlementaires qui sont assez nombreux pour déclencher un grand débat national public. Comment ça va se passer maintenant ? Nous étions 73 à signer. Je pense que nous allons récupérer encore une bonne dizaine de signatures. Ça va faire quoi concrètement ? Alors ce qui est important pour nous, c'est de dire que nous n'espérons pas, au travers de cette démarche, aboutir à ce résultat qui serait extraordinaire, des 4 700 000 signatures. Même si au moment où je vous parle, je pense que nous avons atteint le seuil du million des signatures, à vérifier par le Conseil constitutionnel. Par contre, ce que nous voulons dire au gouvernement, c'est que ce dossier est sûrement un dossier problématique, qui mérite d'associer, encore une fois, un minimum de citoyenneté sur un sujet aussi important. Et puisque nous n'avons pas eu les moyens de communication par le gouvernement dans une campagne institutionnelle, comme peut-être nous n'aurons pas de référendum lié à l'initiative partagée, parce que nous n'aurions pas les 4 700 000 signatures, mais que 1 million de Français ont signé aujourd'hui, peut-être plus demain, eh bien nous voulons que par la CNDP, par la Commission nationale du débat public, il y ait un débat qui s'instaure dans notre pays sur le sujet de la privatisation. Si vous réunissez le million de
signatures. Là, on en est à 969 000 précisément. Voilà, selon le Conseil constitutionnel. Si vous l'avez, ce million de signatures, est-ce que vous demandez à être reçu par le président de la République? Oui, c'est une initiative que j'ai proposée à mes collègues. Puisque le président de la République a dit 1 million de signatures suffirait pour lancer le référendum, eh bien chiche, monsieur le président, on vient vous voir pour le faire. Et vous lui direz quoi? Eh bien je lui dirais, monsieur le président, vous vouliez développer le grand débat et permettre aux Français de s'exprimer, c'est l'occasion jamais. Merci beaucoup à Patrick Caner pour cette réaction à notre micro. Merci beaucoup Quentin et merci à Patrick Caner pour son enthousiasme. Erwan Tison. Oui, honnêtement, je vais vous dire, je pense que les Français, il y a un décalage là encore entre ce que pensent les politiques, que pensent les Français et ce que les Français pensent vraiment. On est effectivement qu'à 1 million de signatures en moins de 6 mois. Et il y a un autre événement qui s'est passé il y a quelques jours qui est assez intéressant, c'est ce qui s'est passé à la FDJ. On avait annoncé un peu dans le package FDJ ADP comme étant la braderie du Trésor national. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français se sont réappropriés leur Trésor national. On a eu un succès à plus de 500 000 souscriptions justement de l'action FDJ qui est arrivée à son plus haut niveau potentiel, c'est-à-dire 19,99 €, et surtout à l'ouverture en fait elle a bondi à 25 €. Donc c'est à dire qu'on a une augmentation de près de 30% en fait de la valeur. Tout ça pourquoi? Ça crée en fait une appétence des Français à la fois pour la bourse et à la fois pour cette entreprise publique. Moi je pense que déjà sur le fond, je pense qu'ADP, la privatisation est une excellente nouvelle parce qu'on estime qu'il faut à peu près 12 milliards d'investissements pour mettre ADP, Orly, Paris-Charles de Gaulle au même niveau de standard d'accueil de ses voisins européens. Je rappelle qu'elle est classée 125e. Donc il vaut mieux que ça vienne des fonds privés. Il faut que ça vienne des fonds privés, c'est classé 125e sur 132e au niveau mondial en termes de qualité d'accueil. Donc on est vraiment en fond de classement. Donc ça permettra effectivement à l'aéroport de conserver son attractivité, et je pense effectivement que les Français en ce moment ont d'autres choses à savoir que qui gère les boutiques qui sont aujourd'hui à ADP, parce qu'au final c'est de ça dont on parle. On ne parle pas des frontières, on ne parle pas des postes de police, on parle juste de qui va gérer les 3-4 boutiques qui sont dans chacun des aéroports. Le centre commercial. Oui, c'est pas tout ça, mais vous qu'on peut considérer comme étant un libéral, je pense qu'on peut le dire quand même, un État aussi libéral comme les États-Unis, il n'y a pas un seul aéroport qui a été privatisé, précisément parce qu'ils ont intégré les dimensions d'enjeux nationaux, d'enjeux de sécurité intérieure. Donc, et là, la sécurité aux frontières n'est pas nationalisée. C'est que la gestion commerciale. On n'en sait rien. Ce que peut donner une privatisation et ce que peut donner la privatisation, c'est quand même le premier accès sur le territoire français, les aéroports de Paris. Donc c'est quand même un enjeu, je pense, qui est très important. Sur le nombre quand même et sur la mobilisation, vous venez de faire une comparaison qui est très intéressante, qui est effectivement la privatisation de la Française des Jeux. Vous vous rendez compte la communication gouvernementale sur cette privatisation? Non mais vous vous rendez compte la communication, le délire presque sur le fantasme d'un actionnaire populaire, quand on sait les précédents avec EDF ou même France Télécom dont les actions ont chuté au cours de 2 années qui ont suivi l'achat des actions. Donc je trouve ça assez surprenant de comparer avec la Française des Jeux, d'autant plus que je crois que le groupe GDR du Sénat a déposé, en tout cas a écrit pour s'offusquer que le service public de l'audiovisuel public finance les campagnes de publication de diffusion pour la Française des Jeux et interdise toute campagne pour effectivement promouvoir au moins à minima un débat ou un référendum sur le projet de privatisation de l'aéroport de Paris. Donc le 2 poids 2 mesures sur 2 enjeux différents, dont 2 enjeux qui concernent justement la propriété publique, donc la propriété des Français, les biens qui sont une possession des Français, me paraît quand même un peu aléatoire. Qui demande des le groupe communiste du GDR, pardon, c'est du côté de l'Assemblée nationale, le groupe GDR. Mais effectivement, je pense qu'il y a un enjeu, il y a le million qui va être dépassé ou qui est peut-être déjà dépassé. Emmanuel Macron s'était déjà un peu engagé à ouvrir un référendum sur la base du million, il avait un peu plus ou moins dit déjà ça pendant la campagne. 1 million, c'est pas rien, 1 million de Français, plus des parlementaires qui s'engagent de gauche comme de droite, parce que c'est l'intérêt d'un groupe et l'intérêt aussi de la nation presque, je pense qu'il y aurait tout intérêt à effectivement ouvrir ce débat. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées ce soir. Allons plus loin, continue avec notre grand débat. On va prendre le temps ce soir de revenir sur ce drame qui a frappé l'armée française. Elle a perdu 13 hommes, 13 militaires engagés au Mali dans la lutte contre le djihadisme qui gangrène le Sahel. Et le Sénat est frappé en son cœur puisque le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Bockel fait partie des victimes de l'émotion, donc, mais aussi des questions sur cette présence française dans la région. On va en parler avec nos invités dans un instant, mais d'abord on va retrouver dans l'hémicycle du Sénat Alice Bardot. Alice, Gérard Larcher a rendu hommage aux victimes en ouverture de séance tout à l'heure. Et oui, Rebecca, très vive émotion dans l'hémicycle cet après-midi, quelques heures après l'annonce de la mort de 13 militaires français dans un accident d'hélicoptère au Mali. L'ordre du jour du Sénat a été retardé de quelques minutes pour un moment de recueillement. À 14h30, Gérard Larcher a commencé un court hommage à ces soldats qui ont perdu la vie lors d'une opération de combat contre des djihadistes hier soir. Le président du Sénat a notamment salué
je cite, le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre. Alors cet événement tragique a une résonance toute particulière ici au Sénat, puisque l'un d'entre eux était le fils du sénateur centriste Jean-Marie Bockel. Pierre Bockel appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Et Gérard Larcher a eu une pensée toute particulière à l'égard de sa famille avant que les sénateurs observent une pleine minute de silence. On l'écoute. Et je suis certain qu'au moment où nous allons partager ce moment de recueillement, vous aurez une pensée pour ces 13 militaires, pour leurs familles, et plus particulièrement pour une famille chère à notre cœur, que nous croisons au quotidien dans notre Assemblée. Je crois que c'est aussi un hommage que nous devons rendre à ces hommes, à leur courage et au service de la France. Alors cet hommage a été repris sur Twitter par la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac, car il faut rappeler que sur 13 militaires, 7 faisaient partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques. Et Frédérique Espagnac n'est d'ailleurs pas la seule à avoir partagé son émotion sur Twitter. Toute la journée, des sénateurs de tous bords politiques, comme dans l'hémicycle, ont rendu hommage aux soldats décédés hier soir. La sénatrice communiste Esther Benbassa a fait part de sa profonde émotion face à cette tragédie. Le centriste Vincent Capo-Canellas a partagé ses pensées émues pour les familles et les frères d'armes de ces militaires morts au combat. Quant au président de la Commission des Affaires étrangères, Christian Cambon, il a souligné le tribut effroyable porté par les forces françaises, avec une pensée toute particulière pour Jean-Marie Bockel, dont le fils fait partie des victimes. Merci beaucoup Alice dans l'hémicycle du Sénat. On va maintenant rejoindre Quentin Calmet en salle des conférences. Quentin qui est aux côtés justement de Christian Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Monsieur le Président Cambon, on a vu cette émotion aujourd'hui au Sénat. L'atmosphère est toujours particulièrement lourde à l'heure où on se parle. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort de ces 13 soldats aujourd'hui ? C'est une grande émotion parce que, en tant que président de la Commission de la Défense, j'ai en charge de contrôler comment les choses se passent là où nos 4500 hommes des OPEX sont engagés. Et évidemment, ces nouvelles sont épouvantables. C'est un effroi. Cet effroi est double puisque, vous le savez, le fils d'un de nos collègues éminents fait partie malheureusement des victimes. Et donc, on ne peut que s'interroger, bien sûr, et il y aura un temps de l'interrogation. Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement, et en pensant aux familles, aux enfants, car souvent ce sont des jeunes hommes qui laissent des familles en état de désespérance. Et donc, je serai tout à l'heure auprès de la ministre des Armées à l'Arc de Triomphe, dans un geste symbolique de ravivage de la flamme, pour penser à nos soldats, leur envoyer d'ici un message de solidarité et de compassion. On a senti le président Larcher aussi ému à la tribune lorsque la séance a été ouverte à 14h30. Il avait des sanglots étouffés dans la voix. C'est le sentiment, on imagine, de beaucoup des sénateurs aujourd'hui ? C'est le sentiment que nous partageons tous, parce que d'abord il y a la proximité de ce collègue que nous fréquentons, que nous voyons et qui travaille avec moi au sein de la commission. Et puis c'est cette liste aussi qui s'allonge. Et c'est un petit peu aussi cette désespérance de nous voir pas suffisamment aidés par nos voisins européens face à ce péril du djihadisme en Afrique. Oui, Christian Cambon, vous le disiez, il y aura un temps pour les questionnements, mais tout de même, avec ces 38 Français tués au Mali depuis 2013, est-ce que la question de l'implication de la participation de la France au conflit au Mali, elle se pose aujourd'hui ? Elle ne se pose pas parce que je ne pense pas qu'on peut s'en aller du Mali. Si on s'en allait du Mali, il suffit de regarder une carte géographique pour voir quelle est la position de ce pays. Et on voit bien que si le Mali devenait un califat ou tombait dans la main de ces djihadistes avec les méthodes criminelles qui sont les leurs, c'est globalement le Maghreb qui serait menacé et qui risquerait de connaître de graves désordres. Or, les pays du Maghreb, c'est la frontière sud de la France. Et ça, il faut que les Français comprennent bien
que ces jeunes qui se battent et qui donnent leur vie, c'est pour notre sécurité qu'ils le font. Et ce que l'on aimerait bien, effectivement, c'est que d'autres pays européens qui nous encouragent, qui nous soutiennent, et qui nous prêtent des moyens logistiques, ils viennent un tout petit peu nous aider à mettre de l'ordre. Eh bien, merci Christian Cambon. On a entendu votre message ce soir au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Quentin, et avec nous ce soir Hélène Conway-Mouret. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Sénatrice socialiste représentant les Français établis hors de France, et vous connaissez bien la région. Caroline Roussy, bienvenue, chercheuse à l'IRIS et docteur en histoire de l'Afrique contemporaine. Général Jérôme Pellistrandi, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale, et nous attendons Ousmane Ndiaye qui devrait arriver dans quelques instants, journaliste à TV5 Monde. Hélène Conway-Mouret, on l'a vu, une émotion immense, évidemment dans toute la France et en particulier au Sénat aujourd'hui. Mais oui, parce que nous l'avons tous ressenti au sein de nous-mêmes. Enfin, nous avons des enfants et de penser que Jean-Marie a perdu son fils, enfin, c'est atroce. Moi, ça a été viscéral. Enfin, voilà. Ça vous émeut encore ce soir, évidemment. Jérôme Pellistrandi, on a senti, vous aussi d'ailleurs, vous êtes ému, une immense émotion. Oui, depuis ce matin, effectivement, c'est un véritable choc. Un choc pour la communauté militaire, la communauté de défense. Et puis, effectivement, ici, la représentation nationale qui a été directement affectée par la mort du lieutenant Bockel. Donc, je crois que c'est une épreuve. Mais je crois, il faut le souligner aussi, cela a été traduit, le président Cambon et puis les autres personnalités politiques ont dit le combat continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser à nos soldats qui sont ce soir sur le théâtre et qui continuent le combat face à une menace qui nous affecte tous directement. 13 morts, c'est un bilan extrêmement lourd, Caroline Roussy, l'un des plus lourds depuis 35 ans, on entendait cela. Oui, tout à fait. Alors évidemment, je joins évidemment mon recueillement à la parole des deux personnes qui se sont exprimées, mais je souhaite également avoir une pensée pour tous les civils qui quotidiennement perdent la vie sur le terrain, et donc ce sont bien les Français et les Africains qui sont concernés par la situation actuelle au Sahel. Parce que c'est vrai que les morts, il y en a tous les jours, Hélène Conway-Mouret. Oui, malheureusement, c'est vrai que j'ai pour habitude d'aller à la rencontre de mes Français, puisque je représente les Français établis hors de France, et ils sont nombreux au Sahel. Et avec le temps, ce qui est choquant, c'est que la situation ne s'améliore pas, voire empire sur le terrain. Et donc, ce n'est pas le moment, puisque je crois que nous sommes dans une journée de recueillement, et qu'il faut respecter à la fois les victimes, les familles et leurs proches dans cette journée. Mais on ne peut pas ne pas réfléchir à notre présence, qui est quand même forte, humaine et en équipement, et de se dire que ces 13 morts, finalement, sont la preuve de notre engagement là-bas, même si c'est un accident, et cet accident aurait pu avoir lieu en France, il aurait suscité la même émotion, mais parce qu'il est dans un cadre où nous sommes de fait en action, il revêt la situation est complètement différente. Une dimension particulière. Voilà, c'est hors du commun, et forcément, le général a tout à fait raison, nous devons penser à tous ceux qui sont engagés au quotidien, que je rencontre quand je vais là-bas, et qui sont dans un engagement hors norme. Et aujourd'hui, je crois que l'émotion ressentie collectivement, et justement cette prise de conscience qu'ils sont là au péril de leur vie, et que malheureusement 13 d'entre eux l'ont perdu aujourd'hui. Et on accueille, je vous le disais, Ousmane Ndiaye, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Merci d'être avec nous. On était plutôt dans le recueillement, dans les réactions, puisqu'on sait qu'un sénateur a été touché de très près, puisque son fils fait partie des 13 victimes. Et Caroline Roussy réagissait aussi à juste titre en disant mais des civils, il y en a des civils qui meurent, il y en a tous les jours dans la région. Et la sénatrice nous disait la situation empire sur le terrain. Enfin, je partage. Vous confirmez ? Vu, hélas, la situation empire. Maintenant, je pense que malgré la douleur qui nous touche tous, il faut avoir. Ça pose la question de cette opération militaire qui dure depuis 6 ans. À un moment donné, il faudrait faire le bilan où on va, le bilan stratégique, parce qu'en fait, moi, je trouve l'une des particularités de Serval puis Barkhane. On s'est engagé, en tout cas la France s'est engagée dans la précipitation, c'est une opération militaire d'urgence. Il ne faut jamais oublier, faut-il le rappeler, qu'au départ, l'engagement français, on nous avait dit c'est une question de jours. Ouais. Et à la suite de la bataille de Konna, on a vu clairement
qu'on avait quelque part sous-estimé la résistance des djihadistes, donc au bout de 2 jours, engagement au sol. Alors que l'un des principes que le président François Hollande avait tracé une ligne au moment de l'engagement des forces françaises au Mali, pas de troupes au sol. Au bout du 2e jour, troupes au sol. Au moment où Serval devenait Barkhane, c'était en quelque sorte un désengagement qui était promis. Là, aujourd'hui, c'est l'exact contraire. Donc je pense qu'il y a un problème de vision stratégique. Qu'est-ce que l'armée française fait au Mali? Pourquoi et sur quelle durée? Je pense que la difficulté, c'est que autant on voit clairement une vision stratégique des djihadistes. À un moment donné, l'armée française les a acculés dans l'Iforas, les a acculés au nord. Ils ont ouvert un front au sud et au centre. Ouais. Ils se sont réfugiés dans des pays voisins. Oui, et puis en plus, on voyait clairement que quand ils ont ouvert un front au centre, les Nations Unies n'étaient pas préparées, les Français n'étaient pas préparés. Il a fallu que quand même le mandat de la mission des Nations Unies soit étendu au centre, parce que le mandat originel des Nations Unies, c'était un mandat pour le Nord Mali, comme le mandat des troupes françaises. Aujourd'hui, la réalité du terrain a changé. Est-ce que la réalité du dispositif ne doit pas changer? C'est une vraie question. Enfin, moi, je ne suis pas stratège militaire, mais Mais on en a un sur ce plateau, Jérôme Pellistrandi. Oui, alors je crois que la problématique, elle n'est pas d'ordre militaire. La ministre des Armées, Florence Parly, et le chef d'état-major des armées l'ont souvent dit. La problématique, elle est d'ordre politique. La difficulté, c'est qu'il faut trouver un environnement sécuritaire qui permette de trouver une solution politique. Et c'est bien ça, la solution ne peut pas être que militaire. Nous sommes présents, alors effectivement, et je partage votre avis, il y a besoin d'avoir une vision stratégique, mais elle doit d'abord répondre à des objectifs politiques. Et ensuite, on les traduira en action militaire. Alors, je vais vous laisser poursuivre dans un instant. Je voudrais juste, pour qu'on comprenne bien ce que nos militaires font sur place, je voudrais qu'on fasse un petit retour factuel sur le drame, parce qu'on ne l'a pas encore fait. On a beaucoup parlé de l'émotion au Sénat, mais on n'a pas dit exactement ce qui s'était passé. Je vous rappelle que ce sont 2 hélicoptères qui sont entrés en collision, un terrible accident donc, mais effectivement, bel et bien, dans le cadre d'une opération de combat contre les djihadistes, et cela pose des questions. On va voir ça avec vous dans un instant. D'abord, ce point très factuel avec Élisée Boissin, et je vous fais réagir. Lundi soir, la nuit tombe sur la région du Sahel, au Mali. Au sol, des commandos traquent des djihadistes. Pour appuyer la mission, un hélicoptère Tigre de combat et un hélicoptère de transport appelé Cougar survolent la zone à faible altitude. Ces hélicoptères sont là en mission de reconnaissance de nuit, dans des conditions de combat et des conditions opérationnelles très exigeantes, pour repérer ce pick-up qui s'enfuit vers le nord. Et au moment où cette opération de reconnaissance de nuit est en train de se faire, les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due, ces 2 explosions sont dues à une collision en vol entre 2 appareils. À bord, 13 soldats français, aucun n'a survécu. C'est l'un des pires accidents qu'ait connu l'armée française. Rapidement, le président de la République a réagi sur Twitter. 13 de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger. Je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades. Ce drame porte à 38 le nombre de militaires français morts au Mali depuis le début des interventions. Une cérémonie d'hommage doit avoir lieu dans les prochains jours aux Invalides. Et comme promis, je vous laisse réagir, Hélène Conway-Mouret, puis Caroline Roussy. Oui, alors nous protéger certes, mais protéger aussi les Maliens. Parce que je crois qu'il ne faut pas être égoïste dans cette affaire. Moi, je voudrais revenir sur la question de la vision stratégique. Je crois qu'il est très difficile aujourd'hui, au vu des changements rapides, d'une grande brutalité qui se passe, pas simplement en Afrique, mais notamment au Moyen-Orient, avec la défaite de Daesh. C'est pas l'annulation, mais enfin, pour l'instant, la défaite. Défaite militaire, en tout cas. Voilà, défaite militaire. Avec ces djihadistes qui sont partis pour beaucoup en Libye et qui se répandent dans toute la zone du Sahel. Donc, c'est vrai que ce qui se passait il y a 6 ans est différent aujourd'hui, avec des groupes qui, de fait, se sont reformés, avec des Français qui étaient au nord. Il y a eu les accords d'Alger, on a vu ce que ça a donné, rien du tout. Et ensuite,
finalement, un Mali qui, politiquement, ne s'est pas restructuré, ne s'est pas renforcé, et la mise en place du G5 pour essayer justement de dire, bon, nous sommes venus, nous avons agi en effet dans la précipitation, mais nous ne sommes pas tenus de rester là pour toujours. Et d'ailleurs, je pense que les Maliens ne le souhaitent pas non plus. Personne dans la région ne souhaite que des forces françaises soient là et s'installent de façon permanente. Et donc, à un moment, il faut se poser la question aussi, au-delà de ce que vous avez évoqué, de la relève et pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas en position d'avoir des armées locales qui soient formées et équipées correctement et qui prennent finalement la relève de ces forces françaises qui n'ont pas vocation à rester dans le pays. Voilà. Oui, alors tout à fait. Au bout de 6 années, on constate que l'opération Barkhane est de plus en plus perçue comme une force d'occupation, ce qui est extrêmement problématique. Par les populations locales. Par les populations. Moi, ça m'a été dit en face par un ministre malien. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, ça corrobore ce que je voulais dire. Et par ailleurs, concernant effectivement la stratégie militaire, si elle relève d'une question ou d'une décision à tout le moins politique, je constate que de plus en plus de personnes, de personnalités, dont certaines que vous connaissez certainement, comme le général Bruno Clément-Bollet, qui contestent la stratégie déployée à l'heure actuelle au Sahel et craint que dans un avenir assez proche, l'opération Barkhane et les Français soient contraints de partir sous pression populaire. Alors, attendez, ce qui pose évidemment extrêmement vous problème. Sur place, on considère que les forces françaises ne sont pas vraiment les bienvenues. On se rend compte que c'est une opération qui s'enlise. Tout le monde a envie de partir. Tout le monde a envie qu'on parte. Non, moi il faut nuancer. Après, c'est vrai qu'il faut nuancer. Je pense bien que sûr, mais c'est plus c'est une voie quand même. Je pense que, la vraie question, c'est quand même les forces françaises ont été forces libératrices, ont été des héros. C'est-à-dire comment on passe en si peu de temps de forces libérateurs. Il y a eu des manifestations à l'époque à Tombouctou, quand les forces françaises ont voulu quitter la position de Tombouctou pour laisser les forces africaines pour tenir la ville. Comment on passe c'est ça pour moi la vraie question. Je pense qu'on on passe d'une extrémité à l'autre parce que aussi, je pense qu'il y a un vrai conflit de perception du conflit malien, c'est-à-dire la perception française et la perception malienne depuis le début n'est pas le même. Moi j'ai l'habitude de dire les guerres du Mali. Parce que quand les Français interviennent, il y avait déjà une guerre sur place. Une guerre qui est issue de l'indépendance nationale non soldée. Il y avait une guerre irrédentiste. Et la guerre contre les djihadistes, la guerre antiterroriste s'est greffée à une guerre. Et les Français, quand ils sont venus, ils ont essayé contrairement à la doctrine militaire malienne, de dire nous on combat les djihadistes, on ne combat pas les rebelles irrédentistes touaregs. Le problème que ça pose, c'est que, quoi qu'on puisse dire factuellement, si la moitié du territoire malien a été pris et contrôlé par les djihadistes, c'est en alliance avec l'irrédentisme touareg. Et il est très compliqué d'appliquer cette doctrine et que les groupes sont... Enfin, c'est pas des vases clos. On peut voir un chef de guerre qui est membre du MNLA, donc la rébellion touareg, et on le retrouve l'année prochaine membre d'Ansardine, qui est le groupe djihadiste. Pour moi, à un moment donné, et d'ailleurs, la défiance malienne envers l'armée française est nourrie par la question de Kidal. Qu'est-ce qui se passe Kidal? L'armée française libère tous les territoires, on arrive aux portes de Kidal, ok, les troupes maliennes ne peuvent pas rentrer. Donc, de fait, on donne, la doctrine française, je ne dis pas que c'était l'objectif, mais au peu ou prou, donne quelque part raison aux irrédentistes. Aujourd'hui, Kidal est contrôlé par les groupes armés irrédentistes, parce que l'armée française n'a pas installé quand ils ont libéré Kidal. De la maladresse et des erreurs stratégiques, Jérôme Pellistrandi ? Ce ne sont pas des erreurs stratégiques. Je pense qu'il faut, effectivement, comme vous l'avez souligné, rappeler qu'il y a ces conflits qui existent effectivement depuis oui, mais l'armée française n'en a pas tenu compte, semble-t-il. Oui, mais il faut voir... elle n'a pas voulu s'en mêler. Elle en a tenu compte. Mais ils ont libéré Kidal en le laissant aux... L'une des problématiques, c'est que nous intervenons dans des États qui sont souverains. Donc la difficulté aussi, c'est d'arriver à concilier des opérations tactiques avec notamment les autorités maliennes. Et là, c'est compliqué. On voit bien, et vous l'avez souligné, il y a aussi une instrumentalisation. Quand vous voyez effectivement, par exemple, et on le voit à travers certains médias, l'appel aux Russes. Bon, certains Maliens diront que les Français partent et faisons venir les Russes.
alors là, c'est rajouter le chaos au chaos. Quand on voit la façon dont les mercenaires russes ont agi, notamment en Syrie, là, on est sûr, et en RCA, là, on est sûr que les mouvements irrédentistes ou les clivages vont être encore beaucoup plus violents. Et c'est ça aussi l'une des difficultés auxquelles sont confrontés nos soldats au quotidien. Et je répète, la solution, elle est d'abord d'ordre politique. Elle est d'ordre politique. Et moi, je rajouterais, pour ne pas... Autant l'armée, on peut parler d'erreurs stratégiques de l'armée française, autant aussi, il ne faut pas oublier que le Mali n'a pas les moyens de son nationalisme. C'est-à-dire, c'est très important, ça, il faut le souligner. La seule force opérationnelle efficace sur le terrain au Mali, c'est Barkhane, c'est les Français. Donc c'est l'opération française. L'armée malienne a été défaite à plusieurs reprises, défaite dans la première guerre qui a permis l'occupation de la moitié du pays. Donc aujourd'hui, l'armée malienne n'est pas opérationnelle pour mener la guerre. L'Union européenne ne veut pas s'engager. L'action militaire de la France au Mali est indispensable. C'est la phrase d'Édouard Philippe tout à l'heure. Oui, peut-être. Comme pour justifier cette présence. Oui, mais la question, c'est que la France est très seule. Et alors, la France, non seulement est très seule, et quand même, il faut reconnaître que la France, par le biais du chef de son armée, le général Lecointre, a sonné 2 alertes en 6 mois. La première, c'est une interview au Monde. Il dit clairement que la France n'a plus les moyens d'élargir son déploiement au Sahel. Et la deuxième interview, c'est celle qu'il a accordée à la Tribune, où il disait on est au-dessus de nos capacités. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où la France est seule, au-dessus de ses capacités, ne peut pas se renforcer, l'Union européenne tergiverse, les Américains veulent surtout pas s'impliquer, et puis problème, c'est que le G5 Sahel, je veux bien qu'on en parle, qu'on dise aux armées africaines d'intervenir ensemble, mais il ne faut jamais oublier, chronologiquement, l'armée française intervient parce qu'il y a eu un échec des forces africaines. Pendant 1 an, pendant l'occupation au Mali, l'Union africaine et la CEDEAO, donc l'organisation sous-régionale, ont essayé de mettre en place ce qu'ils appelaient la MISEMA, la mission africaine d'intervention au Mali. Un chef d'état-major a été nommé, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bagayoko, et ça n'a jamais été opérationnel. Je ne vois pas par quel miracle des armées qui n'étaient pas opérationnelles en 2012 le seraient aujourd'hui. Et alors vous dites la France est seule, mais moi je voudrais qu'on regarde cette carte du Sahel à nouveau. On l'a un peu vu tout à l'heure pendant que vous parliez, mais regardons-la en détail et peut-être vous allez me la décrire un peu. Le Sahel, c'est 3 millions de kilomètres carrés qui traversent 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan. Si je dis que cette zone est gangrénée par des groupes djihadistes et par des groupes délinquants, est-ce que je vois juste? Et si je vous demande si cette guerre peut être gagnée, oui ou non, par la France, qu'est-ce que vous me répondez, Hélène Conway-Mouret? Écoutez, c'est pas une guerre conventionnelle. Au vu de la superficie, nous avons une armée équipée avec un engagement qui est bien connu. Et puis en face, nous avons des groupes éphémères qui se déplacent très rapidement, qui peuvent se regrouper, qui sont parfois qui rassemblent quelques individus et qui, au gré des actions qu'ils veulent mener, posent des mines là, font du racket là. Enfin, ils ont un mode d'action qui est complètement diversifié et donc qui ne permet pas à une armée traditionnelle de répondre. On n'a pas un face-à-face entre 2 armées traditionnelles. Mais pour le G5, vous avez raison, mais en même temps, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il y a des investissements quand même assez conséquents, peut-être pas suffisants, certes, mais assez conséquents pour la formation des armées. Le G5 Sahel, je précise, c'est alors après que les uns et Mali, les autres, Burkina Faso, Niger et Tchad, ne se fassent peut-être pas forcément confiance, que la relation politique entre la Mauritanie et le Mali soit pas au beau fixe, mais enfin cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut prendre tout cela en compte. Mais enfin, il faut bien qu'à un moment, quand même, ces armées réussissent au contact des autres, et c'est pour ça qu'il commence à y avoir un petit frémissement au niveau européen, et tant mieux, à savoir que les Anglais prêtent 3 hélicoptères, les Estoniens envoient quelques personnels, les Tchèques en envoient d'autres, et ainsi de suite. Et de se dire qu'enfin, il y a peut-être une prise de conscience qu'en effet, la France ne peut pas tout toute seule, et en plus, il n'y a pas que le Mali, maintenant il y a le Burkina Faso qui est quand même très inquiétant, et depuis quelques années. Pourquoi? Mais parce la situation... que refuge des djihadistes. Mais oui, parce qu'il y a l'incapacité de sécuriser la frontière. Enfin, il y a une porosité terrible entre ces pays, d'autant que ces individus se déplacent rapidement en pick-up et ne sont pas... Enfin, pour les surveiller, c'est très compliqué. Il faut souligner que les armées de ces pays, les seuls éléments sûrs ont pendant longtemps été les gardes
présidentielles qu'on pourrait appeler des gardes prétoriennes qui étaient là pour protéger le président et ses affidés. Et donc, ce processus de transformation est effectivement extrêmement long. Il faut, ne serait-ce par exemple que de payer les soldats. C'est déjà un problème. Et les équiper, les habiller, leur donner des fusils. Et là-dedans, effectivement, ça nécessite énormément d'efforts. On a le sentiment effectivement que c'est un peu le tombeau des Danaïdes. Et voilà. Maintenant, la question est si on se retire, que se passe-t-il? Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre cet après-midi a dit voilà qu'on n'a pas le choix. Donc on n'a pas le choix, mais on s'enlise, Caroline Roussy. Il y a ce risque-là, et ensuite Ousmane Ndiaye, bien sûr. Oui, il y a un risque d'enlisement assez patent, mais effectivement, de toute façon, compte tenu de l'engagement des Français sur le terrain, il est absolument extrêmement difficile d'envisager un retrait du jour au lendemain. Ce sont des modalités pratiques qu'il faut négocier, il faut une feuille de route, et pour l'instant, un certain nombre d'acteurs considèrent que la France sera encore présente pour de nombreuses années. Enfin, moi, j'avais envie de dire, pour répondre de façon claire à votre question, pour moi, c'est pas à la France de gagner la guerre du Sahel, c'est aux pays sahéliens de la gagner d'abord. Deuxième question, moi, je m'interroge beaucoup sur la question de la formation des armées du Sahel. En fait, à un moment donné aussi, il faudra qu'on évalue l'action qui a été menée au moment où on a libéré le Mali. À un moment donné, il y a eu une sorte d'audit de l'armée malienne pour comprendre pourquoi l'armée malienne s'est effondrée si vite. Un auditeur a été nommé, un rapport a été fait. La conclusion du rapport, c'était la mission européenne de formation qui devait reconstruire l'armée malienne. Et des fonds ont été promis à la conférence de Bruxelles pour la reconstruction de l'armée malienne. Et il se trouve que un des dirigeants, celui qui a dirigé ce programme de formation de l'armée malienne, c'est le général, chef d'état-major Lecointre, qui a été à la tête de l'EUTM. L'EUTM a à peu près formé 6-7 bataillons. Tous ces bataillons, quand ils sont montés au nord, se sont pris des défaites cuisantes. Comment il faut se questionner aussi sur l'action qui est en cours. Évidemment, pour moi, il est très important comme l'a souligné le général, d'avoir une vision transversale. C'est-à-dire, tant que la crise de gouvernance n'est pas réglée, on peut investir beaucoup dans les armées. Je ne pense pas que l'investissement va dans la guerre. C'est ça, parce que jusqu'ici, il faut quand même dire qu'il y a eu un investissement, il y a eu des bataillons formés. Voilà, donc je pense qu'il y a un préalable. La crise de gouvernance doit être réglée. Et quand je dis crise de gouvernance, ce n'est pas seulement politique. C'est-à-dire qu'il y a une crise de gouvernance au sein de ces armées. Cette mutinerie, problème de corruption, il faut voir l'instabilité à la tête de l'état-major, de la tête de l'armée malienne. Caroline aussi. Alors oui, moi je voulais rebondir sur ce qu'Ousmane développait. En effet, c'est une guerre qui doit être gagnée par les Africains eux-mêmes, sauf qu'aujourd'hui se pose quand même la question du cadre d'opérationnalisation pertinent. Est-ce que c'est le G5 Sahel? Est-ce que c'est le P3S? Quel rôle la CEDEAO pourrait-elle endosser dans la région? Est-ce que l'Algérie, qui est quand même un peu l'angle mort à l'heure actuelle, devrait s'impliquer ou non? Il y a un certain nombre d'interrogations qui demeurent à ce stade. Hélène Conway-Mouret. Oui, il y a beaucoup plus de questions aujourd'hui que de réponses, malheureusement, hein, parce que je crois que nous faisons le même constat et qu'on se retrouve avec une situation qui évolue de fait rapidement par des effets extérieurs qui viennent de Libye notamment et aussi une déstabilisation des autres pays. On parle du Mali là aujourd'hui, mais je reviens au Burkina Faso. Moi, je pense que nous allons avoir un sérieux problème avec ce pays aussi. Et donc une possible gangrène voilà, et donc dans les États côtiers. Hein. Côte d'Ivoire et voilà. Sénégal, Togo, Bénin. Et donc on n'a pas le scénario d'il y a 6 ans. Mais on a un scénario qui est un petit peu pire où finalement... On est intervenu, mais non seulement ça n'a pas arrangé les choses, mais la situation... C'est pas une attaque virale, ça se diffuse. Voilà. Moi, je suis d'accord sur la thèse que le djihadisme se propage, gangrène le Sahel. Quand même, il faut souligner qu'il y a des États qui tiennent plus que d'autres. Le Sénégal, la Mauritanie sont gangrénés.
mais ils tiennent. C'est-à-dire, la France n'est pas obligée d'intervenir. On n'envisage pas une intervention militaire France. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions solides, il y a une armée qui fonctionne à peu près normalement. Il faut faire cette corrélation entre les armées et les institutions solides de ces pays qui, face au djihadisme, résistent, parce que tous les États, même les grandes puissances, sont confrontés au djihadisme, ça va être un problème mondial, et les États qui, dès le premier assaut, s'écroulent. Il faut voir à quel point la rapidité avec laquelle le Burkina Faso s'est écroulé. Pour moi, c'est pas seulement le djihadisme, c'est parce qu'aussi les institutions étaient en crise et il y avait d'autres problématiques qui se posent. Et je pense que stratégiquement, les djihadistes frappent aussi là où c'est mou. Hein. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'Allons plus loin. Demain, vous retrouvez Oriane Mancini, comme tous les matins, à 7h30 dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Très bonne soirée sur Public Sénat.